Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans ce bilan de saison 1. On va pouvoir revenir sur tous les épisodes, sur les thématiques, sur l'écriture, sur les personnages de cette nouvelle saison 1 qui a été diffusée sur Disney+ récemment. Pour remettre dans le contexte, ça fait 1 semaine et demie à peu près que la saison est terminée. On a eu le temps de décanter un peu et de pouvoir plus réfléchir à ce qu'on en a vraiment pensé. Et on vous a également demandé via un questionnaire ce que vous aviez pensé des différents points qu'on va aborder dans ce bilan. Donc comme ça, on va les faire apparaître un petit peu tout au fil de la vidéo, vos notes et puis également vos appréciations de cette saison. Et Pauline n'a toujours pas retrouvé sa voix entièrement. On vient de faire 3 jours de festival, au Japan Tour Festival. C'était super, on a adoré vous rencontrer, mais j'ai toujours pas de voix. Bon, on commence tout de suite avec les épisodes, on va faire épisode par épisode. On va commencer par ça, et on va commencer par Church on Ruby Road. Bah alors Pauline, Church on Ruby Road, c'est pas la saison 1, c'est le spécial de la saison d'avant. Ah oui, mais sauf que sur Disney+, il compte comme premier épisode de la saison, donc en France, qu'est-ce qu'on a? On a Disney+, donc Church on Ruby Road compte, et de toute façon, je trouve que c'est plus logique. Ça se sent que Church on Ruby Road est le vrai premier épisode de cette saison. On le sait que normalement c'était une saison qui était censée être diffusée en début d'année et ils ont dû la retarder pour être sûr de la finir dans les temps. Et donc forcément, normalement, la saison devait arriver juste après Church on Ruby Road. Là, on a eu un grand espace, mais c'est bien évidemment beaucoup plus une introduction à cette nouvelle saison 1 que Space Babies. Du coup, quand tu repenses à cet épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Mais j'en garde un bon souvenir, c'est un bon épisode de Noël, assez simple, avec un rythme assez fun. C'était en fait une bonne mise en bouche pour ce qu'on allait avoir sur la saison. Pour un épisode de Noël, j'ai trouvé ça tout à fait correct. Je me suis bien amusée devant Church on Ruby Road. Moi, je dirais que c'est une bonne introduction pour le nouveau Docteur et pour Ruby. Une bonne introduction à l'univers. Après, c'est pas parfait, c'est pas... Disons que quand on a eu Eleven Sauer à une époque pour présenter un compagnon, enfin une compagne et son docteur, ouais. Aujourd'hui quand on a ça, on fait ah, c'est quand même pas au même niveau quoi. C'est vraiment un épisode très simple, un épisode de Noël vraiment. Voilà, enfin je sais plus, on a mis 7. Enfin pour moi c'est. On a mis 7,3. Tu as mis 7,16 et moi 7,33. Je trouve que c'est justifié. C'est une note ouais, qui voilà, c'est ça, c'est un épisode 7. Ça veut dire un bon épisode, mais pas non plus le plus marquant qui existe. Oui, voilà, c'est un très bon épisode, on passe un bon moment devant, mais ça ne sera jamais notre épisode préféré, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est très rigolo, parce que du coup, on lui a mis 7,3. On va voir que c'est une note qui revient beaucoup cette saison, et ça me fait beaucoup rire, parce que du coup, ça fait 73. 73 yards. Alors les gens ont mis environ, ils ont mis des 7 et des 8 en globalité. Alors j'ai pas la moyenne exacte là tout de suite. Vous êtes globalement d'accord avec nous, quoi. Ouais, ça fait un bon petit 7,3 je crois, environ. Alors par contre j'ai détesté quand même parce que Disney, la patte Disney, les chansons, tout ça, c'en est un. Oh là là. Qu'est-ce que ça peut m'agacer, tu le sais. Par pitié, arrêtez de dire que c'est Disney quand il y a une chanson. Vous ne savez pas à quel point ça blesse les fans de comédie musicale. Mais vraiment, ce côté musical, là, d'un coup, j'ai trouvé ça super rafraîchissant, en fait. Mais en plus, c'était super bien intégré dans l'épisode. Parce que c'est un épisode où ça paraît logique, ils sont en train de faire la fête et tout ça, et le docteur et Ruby se réapproprient un truc qui était en train de faire les gobelins. Et ce qui est génial, c'est que leurs paroles sont nulles. C'est vraiment de l'impro, particulièrement Ruby, qui dit n'importe quoi. Et donc c'est marrant, parce que c'est vraiment de l'improvisation. Et donc j'apprécie ce côté-là, ça m'a fait beaucoup rire. Donc juste un petit rappel quand même, Doctor Who n'a pas été racheté par Disney, mais c'est juste le diffuseur en fait, et c'est juste RTD, hein. Un nom qu'on va beaucoup dire aujourd'hui, Russell T Davies. Russell T Davies, retenez bien, le showrunner, on va beaucoup dire son nom. C'est lui qui a décidé de mettre de la musique, hein. Il voulait des chansons, il a fait ça avec Murray Gold, voilà, mais on en reparlera probablement dans une partie dédiée aux musiques, mais on le rappelle bien, Disney c'est juste les diffuseurs. Ils ont uniquement vocation de conseil. Par exemple, dans Church on Ruby Road, ils ont fait rajouter la scène avec le bonhomme de neige qui tombe, parce qu'ils disaient le docteur apparaît trop tard, et puis il y a certains concepts qui méritent d'être expliqués. Donc ils ont proposé de rajouter cette scène, parmi d'autres propositions, et RTD a uniquement gardé celle-là. Ils n'ont pas fait supprimer de trucs ni quoi que ce soit. Donc voilà, Disney n'a pas choisi de mettre des musiques, c'est une volonté créative de Russell T Davies. Par pitié, arrêtez. Voilà, ça m'énerve. Bref. Passons à l'épisode 2 tout de suite. Passons à l'épisode 2, Space Babies. Space Babies, qui est un épisode qui n'est globalement, je crois, pas super apprécié. Mais personnellement,
Je le trouve super attachant. C'est aussi quelque chose qu'on va beaucoup dire, je pense, dans cette vidéo. C'était bien, mais pas parfait. C'est globalement ce que je retiendrai de la série. Bon, ça sera la conclusion, du coup. Ouais, c'est la saison qui tente des choses imparfaitement, mais qui tente des choses différentes chaque semaine. Et donc, c'est tout à son honneur. Et Space Babies, c'est l'épisode le plus simple. Enfin, Church and Ruby Road, en soi, est un épisode avec une construction assez simple. Mais Space Babies, c'est vraiment l'épisode le plus basique de Doctor Who dans cette saison, le plus classique, parce qu'on a vraiment le Docteur et Ruby qui arrivent sur un vaisseau spatial, il y a un problème, ils se retrouvent à devoir régler ce problème, et voilà, c'est l'aventure basique qui ne change pas énormément de choses au lore ou à l'avancée du fil rouge, et qui n'est pas un concept expérimental. Voilà, c'est un épisode type de Doctor Who, qui, pour le coup, est pas mal basé sur l'humour, un peu pipi caca bébête. C'est mon humour. Donc c'est le deuxième épisode de la série, et c'est bien aussi parce que ça va montrer ce qu'est un épisode de Doctor Who pour les nouveaux arrivants. Ça va montrer, regardez, voilà, un épisode de Doctor Who, ça peut être ça. C'est souvent ça, en vrai. En vrai, c'est souvent ça. Peut-être moins appuyé sur le côté humoristique, mais Doctor Who, c'est souvent ça, c'est le monstre effrayant, c'est des touches d'humour, c'est... Des trucs bizarres, des bébés qui parlent. Oui, le vaisseau en danger, oui, alors les bébés qui parlent, j'arrive vraiment pas à me faire aux bouches. Le pire, c'est que dans Behind the Scene, ils sont super fiers de leur bouche. Ils ont fait des trucs super compliqués pour faire les bouches des bébés. Et ça rend pas bien. Mais pareil, et ça aussi, c'est un autre truc qui va revenir souvent. Les effets spéciaux. Mais ouais, non, j'admets que les bouches des bébés, ça pique. Mais sinon, l'histoire, je trouve qu'en fait, c'est l'épisode qui creuse le plus la relation entre Ruby et le Docteur, outre Church and Ruby Road, parce qu'il est un peu à part vu que c'est le spécial. Mais dans la saison vraiment elle-même, telle qu'on l'a eu là sur Disney+, c'est vraiment l'épisode qui prend son temps à creuser la relation entre le Docteur et Ruby. J'arrive du coup à beaucoup apprécier cet épisode parce que j'aime beaucoup leur dynamique, parce que je trouve le méchant cool, il est flippant. J'aime beaucoup Jocelyn, je trouve que le truc des bébés c'est mignon. Pareil, comme pour Church and Ruby Road, c'est un épisode que je trouve très sympathique, qui est loin d'être révolutionnaire, qui ne restera pas parmi mes favoris, mais devant lequel j'ai passé un bon moment et dont je garde un bon souvenir. Et c'est le type d'épisode qui a manqué aussi dans cette saison. Il y a eu 9 épisodes. C'est peut-être le seul... Bon, il y en a peut-être d'autres un peu. Mais enfin, c'est le seul où vraiment on voit juste le Docteur et sa compagne faire une aventure comme ça, et sans qu'il y ait vraiment d'enjeu derrière. Voilà, l'aventure basique. Pour eux deux. Et ça a manqué par la suite, je trouve. Mais parce que c'est les épisodes qui permettent de creuser, de prendre plus son temps pour creuser la relation entre le Docteur et sa compagne. Et c'est vrai qu'on n'en a pas eu assez, de manière générale, on n'a pas eu assez aussi de scènes juste de deux, ou avec la famille de Ruby et tout ça, et c'est vrai que c'est important pour creuser une relation. Je suis plus sûre, parce qu'on a raturé sur le carnet de HO, je crois qu'on a mis 7,1. C'est vraiment un épisode à 7, c'est exactement ça. Là, les gens sont un peu plus bas, oui. Ils sont vraiment plus sur du 5, 6, 7, on va dire. Ouais. L'humour a laissé beaucoup de gens sur la touche. Ouais, c'est l'humour, beaucoup, le prout à la fin qui a beaucoup choqué. Enfin, quand tu lis les commentaires, par exemple, les retours de RTD, ça pète, prout, bonne introduction au fil rouge après, mais en fait, le truc aussi, je pense que c'est très bizarre d'avoir fait 2 épisodes à la suite qui parlent de bébés. Ouais, mais ça en parle pas du tout de la même façon. Non, ça n'en parle pas du tout de la même manière, mais c'est... Du coup, est-ce que t'as pas aussi un peu le sentiment de te dire au début, oh là là, mais ça va vraiment être pour les gosses. Ça va être la saison pour les enfants. Ouais, c'est ça un peu. Autant sur celui-là, je me dis, bah ouais, voilà, ça parle de bébé, mais ça parle pas du tout de la même façon. Autant l'épisode suivant, oui. Je trouve que ça parle d'un personnage qu'on n'a pas vu avant. Mais il y a genre 3 épisodes, on a déjà eu un type d'épisode comme ça, tu vois. Ouais. Si tu comprends ce que je veux dire. Oui, donc j'imagine que tu parles dans The Devil's Core du fait que Maestro fasse partie du Panthéon, comme Papa Toymaker. Donc c'est vrai qu'on a eu le fabricant de jouets pas longtemps auparavant, on a à nouveau une divinité du Panthéon qui débarque. C'est vrai que ça laisse pas trop de respiration, on s'est un peu demandé pourquoi cet épisode-là. Alors je suis persuadée que cet épisode est là juste parce que c'était un épisode pour pouvoir accrocher les nouvelles audiences, vu que les deux, enfin Space Babies et Devil's Cord ont été diffusés le même jour et le même soir aussi sur BBC One. Je pense que c'est vraiment pour dire aux gens, bon voilà, il y a eu la petite aventure Space Babies machin, mais Devil's Cord, regardez les enjeux qu'on peut avoir dans Doctor Who, ouais voilà, je pense que c'est pour ça. Mais d'un point de vue scénaristique, l'épisode n'a rien à foutre là, et je sais qu'en termes de production, quand ils l'ont produit, il était déjà l'épisode 2,
Mais je suis persuadée qu'au moment de l'écriture, ce n'était pas le cas. J'ai vu quelqu'un sur Twitter faire une petite expérience et remater la saison en regardant Rogue en 2e épisode et Devil's Cord avant le final. Et la saison a beaucoup plus de sens et résout plein de problèmes. L'histoire des 6 mois passés dans le Tardis qu'on n'a pas vu passer, et ce qui est ridicule parce que ça n'est jamais repris dans le reste de la saison. Le fait de faire monter les enjeux pour le final en ayant Maestro qui arrive juste avant et qui annonce la venue de celui qui attend, qui est presque là, donc c'est beaucoup plus logique de l'avoir à la fin. Il y a d'autres trucs. Ouais, oui, il y a d'autres trucs. Enfin bref, il y avait plein de détails en fait qui étaient bizarres dans Devil's Cord en étant placés en 2e épisode de la saison et qui prennent tout leur sens si Devil's Cord apparaît en fin de saison. Je me suis rendu compte qu'avec ce nouvel ordre, ça résolvait quasiment tous les problèmes que j'ai avec l'épisode. Mais le truc, c'est que... Presque tous, quand même pas. Oui, bon, on va reparler du problème Beatles. Mais en étant en 2e position, j'ai vraiment un problème face à cet épisode au niveau des enjeux, de la mise en place des enjeux, et le fait que ce ne soit quasi pas réévoqué dans le reste de la saison. En fait, ils se sont dit, on va mettre Space Babies, il faut un épisode fort derrière, pour que les gens ne se disent pas « Ah d'accord, c'est ça Doctor Who, c'est des épisodes comme ça avec des bébés et des vaisseaux qui pètent, faut mettre autre chose pour montrer que la diversité de Doctor Who », et je pense que c'est comme ça qu'ils ont résolu le truc en fait. Bon, sinon, l'épisode est quand même bien. Je sais plus combien on a mis. Moi, j'ai mis plus que toi, je sais. On a mis 7,6 parce que tu as mis 8,1 et j'ai mis 7,2 parce que moi, j'ai eu une énorme déception sur cet épisode. Ouais, pour moi, l'épisode fonctionne parce qu'il est porté par Maestro. Oui, l'épisode ne fonctionne que grâce à Maestro. Le personnage de Maestro est génial. Je sais pas comment dire. C'est vraiment un personnage... C'est le type de personnage de Doctor Who que tu vas retenir. C'est comme... il y en a eu beaucoup dans le passé. Là aussi, c'est un nouveau personnage qui est vraiment... qui va être retenu, tu vois. Je pense que les gens vont par exemple plus retenir Maestro que Sutekh. Oh, je sais pas, parce que bon, Sutekh quand même, c'est... non, je pense que quand même, parce que Maestro, beaucoup plus... un personnage très démonstratif, avec Jinx Monsoon qui en fait des caisses, et où c'est absolument génial, et c'est très marquant, je pense que Maestro va marquer les gens plus que Sutekh. C'est vrai que Sutekh, c'est juste un gros chien. Bah ouais, c'est juste un gros chien sur le Tardis, à un moment. J'ai beau adorer Sutekh, Maestro, quand même, c'est pas le même calibre. Mais il y a un problème pour toi, Pauline, sur cet épisode. C'est le fait qu'on m'ait vendu un épisode sur les Beatles. Mais à ce niveau-là, il fallait même pas l'annoncer, en fait. Il fallait même pas faire la pub dessus. Vous faites la surprise. On sait juste qu'un épisode, dans les années 60, les fans, ils vont aller théoriser là-dessus, vont se dire que c'est peut-être avec les Beatles. Mais là, allez pas annoncer que c'est avec les Beatles, si c'est pour faire ça. Franchement, c'est du caméo. Non, mais je suis désolée, je n'ai pas décoléré depuis le HO. Dès qu'on parle de cet épisode, il y a Pauline qui prend. Mais ça me fait trop chier. C'est Pauline Super Saiyan qui arrive. Mais non, mais véritablement, c'est ma grosse déception de cet épisode. C'est qu'on a un épisode sur les Beatles, et je suis désolée, j'ai pas vu un épisode sur les Beatles. Pourquoi l'avoir marketé de cette manière? C'est pas moi qui l'ai fait. Oui, je sais que c'est pas toi qui l'as fait, mais ça m'énerve. Déjà, on n'en reviendra pas trop longuement sur le fait que George et Ringo n'ont même pas une seule phrase. Parce que ça, à force, on a l'habitude que quand on parle des Beatles, George et Ringo, ils passent un peu à la trappe. Par contre, en tant qu'adepte des épisodes historiques dans Doctor Who, qu'on me vende un épisode sur les Beatles, pour qu'en réalité les Beatles, on est 2 pauvres scènes où on les voit à peine, où ils font la résolution, parce que oui, voilà, c'est des génies, donc ils ont trouvé l'accord secret, ça n'a aucun sens, ça m'énerve. Par contre, un truc cool, c'est que j'aime bien la façon dont ils se sont réappropriés la thématique musicale sans pouvoir avoir les droits des chansons des Beatles parce que ça coûte super cher, de faire le truc où ils se retrouvent à faire une chanson. Alors par contre, quitte à faire une chanson parce que la musique est un peu morte et tout ça et qu'on n'est plus censé pouvoir créer, ils auraient pu faire pire que la chanson du chien qui finalement est pas si mal et pas si éloignée d'une chanson des Beatles. Je reste aigrie envers cet épisode pour ça, parce que, en fait, je sais qu'on ne pourra plus jamais avoir un épisode sur les Beatles alors qu'ils ont une histoire passionnante, parce que cet épisode a utilisé les Beatles pour faire du caméo. Moi, il y a un deuxième reproche qui m'est arrivé après l'épisode, c'est le côté facilité scénaristique qu'il y a dans cet épisode, que je trouve un peu abusé, en vrai. Qu'il y ait des facilités scénaristiques, c'est normal. Il y a des trucs que j'ai pas vraiment compris sur le coup, parce que ça me paraissait tellement limpide, et en fait, je sais pas comment expliquer mon point de vue là-dessus. C'est l'accord qui est fait à la fin. Pourquoi c'est pas l'accord qui est donné au début? L'accord qui est donné par Paul McCartney. Il y a Paul McCartney qui donne un accord. Et où justement il y a Maestro qui interrompt un peu.
ça serait super intéressant que ce soit ça l'accord. Bah ouais, Là, il y a rien, il y a aucun indice qui mène vers cet accord, c'est ridicule. Alors je trouve ça cool, les Beatles qui viennent sauver le Docteur, mais faut qu'il y ait une raison qui les amène à ça. Et en fait, c'est vraiment un épisode qui joue sur les facilités scénaristiques à fond les ballons. Alors ouais, c'est divertissant, mais je me sens flouée à la fois par les Beatles et par le fait que l'épisode, en réalité, est assez stupide. Je trouve ça dommage, je trouve que c'est du gâchis, parce que c'est un épisode qui visuellement est super chouette. Et je sais que la majorité des gens ont The Devil's Cord dans leurs épisodes favoris, mais je suis désolée, j'arrive pas à passer au-delà du fait qu'il ait autant de problèmes. Et les gens ont mis quoi comme note? Les gens sont plus 7, 8, 9. Ouais, non mais ouais, c'est ça. Mais je sais que les gens vont adorer. Et tant mieux, en vrai, je suis contente que vous l'ayez adoré, parce que j'aurais aimé l'adorer. Je pense que tout le monde a été un peu déçu. Parce que bon, tout le monde a adoré sur le coup. Et les notes sont un peu rebaissées, j'ai l'impression, par rapport à... Oui, bah oui, parce que dans nos commentaires, c'était vraiment que des gens qui avaient adoré. Peut-être que toi, mais même toi, c'est vrai qu'après qu'on en ait discuté, t'as un peu revu ton avis à la baisse. Disons que ouais, c'est un épisode... Moi, mon avis, je le laisse 7,2, je trouve que c'est justifié. Après, 8,1, tu vois, moi je trouve ça assez justifié aussi, l'épisode est bien. Non, mais l'épisode est bien, hein. Je l'ai trouvé divertissant. Bon, je me suis un peu énervée sur les Beatles, j'étais un peu vénère à la fin, je le suis toujours. Mais en soi, l'épisode est sympa. Bon, bah c'était bien de critiquer un épisode qu'on a bien aimé, maintenant on va critiquer un épisode qu'on n'a pas aimé. L'épisode le plus aux œufs de la saison. Boum. Le grand retour de Steven Moffat. Ouais, bah le grand retour de Steven Moffat. Le grand chouchou de tout le monde. Ouais. Qu'on attendait beaucoup, nous-mêmes. Oui, en fait, le truc, c'est qu'on adore Steven Moffat aussi. J'adore son écriture sur Capaldi. Je suis moins fan de ce qu'il a fait sur Matt Smith, mais ce que je trouve appréciable, c'est que il a des styles complètement différents pour les deux. Et même au sein de ces deux airs, il a un certain panel différentes façons d'écrire. Mais il a une façon d'écrire en particulier les épisodes un peu plus hard SF, donc SF pur, sur des planètes avec des militaires religieux. Et donc quand on a su que ça allait être tout ça, je me suis dit oh putain, parce que c'est littéralement le genre d'épisode que j'aime le moins sur Doctor Who. Donc je partais pas confiante sur Boom, et j'en suis sortie en me disant que j'avais raison de pas être confiante. Mais en fait le truc c'est que tu vois, autant Devil's Cord que j'ai apprécié quand même un minimum, m'a saoulé par certains côtés, autant Boom, je me rends compte qu'il m'indiffère. C'est vrai que c'est un peu ça le truc en fait. Ouais, je me rends compte que j'en ai rien à faire de Boom, et que quand j'y repense aujourd'hui, le seul truc auquel je pense, c'est quand même, les décors, c'était super sympa. Comme on disait au début, on a fait Japan Tour Festival, donc on a passé 3 jours à parler avec des fans de Doctor Who, et Boom, personne n'en parle. Tous les autres épisodes reviennent un peu. Il y a une personne qui nous a parlé de Boom, et c'était pour nous parler des décors de Boom. Moi, cet épisode-là, j'y croyais au début, parce que Steven Moffat, et je pensais vraiment que le truc de la mine était quelque chose de... C'était quelque chose de faux, tu vois. Enfin, pas quelque chose de faux, mais quelque chose qui allait amener à autre chose. Ah ouais? J'étais persuadé qu'on nous avait rien dit sur l'épisode, et que ça allait être un épisode qui allait partir dans tous les sens et tout ça, et qu'on savait rien du tout, et que c'est ça qui allait être exceptionnel. Mais du coup, en fait, tout ce qu'on savait depuis le début, c'est l'histoire entière, pratiquement, quoi, avec quelques trucs près. Après, ça, c'est le problème des huis clos à suspense comme ça, où tu tournes autour d'un seul concept, t'es un peu obligé de le teaser. Parce que sinon, tu ne teases rien du tout pour ton épisode. Et du coup, cet épisode, c'est aussi l'épisode où on est ressorti en disant... Bon, on s'est fait chier quand même. On a regardé les réseaux sociaux, et tout le monde avait adoré. Et là, on s'est senti, mais qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi mais le truc, c'est qu'en fait, d'un coup, le fait de voir tout le monde apprécier cet épisode, alors que nous, on s'était vraiment fait chier, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pertinent, vu que ce qu'on n'a pas aimé dedans, c'est de retrouver l'écriture un peu qu'on pouvait avoir sur la saison 6. Les gens adorent la saison 6, donc c'est normal qu'ils aimaient, et franchement, tant mieux pour les fans de la saison 6 qui ont retrouvé leur délire. C'est toujours pareil, c'est qu'en fait, cet épisode, c'est vrai qu'en fait, j'ai défoncé Devil's Cord avant, mais Devil's Cord, je l'ai quand même bien aimé, celui-là, je l'ai pas aimé, ça arrive, c'est comme ça, enfin, c'est pas grave. Et du coup, les notes des gens ont quand même beaucoup baissé, en fait. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu! Bah oui, parce qu'en fait, quand on l'a vu, c'était vraiment les gens qui disaient, masterclass, 10 sur 10. Meilleur épisode de tout. Ouais, voilà, bref. Ah ouais? Ah, ça me surprend, tu vois, j'aurais dit majorité de 8 ou de 9. En fait, il y a beaucoup de 6, 7, 8. Enfin, donc du coup, c'est quand même des bonnes notes, on va pas dire ça, mais il y a beaucoup de 6. En fait, c'est ça le truc qui est un peu... Mais nous, on a mis 5,9, c'est quasi du 6. Bah oui, en vrai, ouais. Mais ce qui en fait correspond, c'est un épisode que je trouve pas mauvais,
il y a des bonnes choses dedans, c'est pas un épisode pour moi, ok. Enfin, j'ai mis 5,83, t'as mis 6. Je pense que quand j'ai mis ça, j'avais déjà en tête le fait que je m'en souviendrai pas d'ici la fin de la saison, et ça n'a pas loupé. Pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec mes notes. Hein. Je suis d'accord avec moi-même quand même. Non, mais je sais qu'il y a, mais je sais qu'il y a des notes plus loin où je suis pas d'accord avec moi-même, où j'ai déjà changé d'avis et tout. Mais j'avoue que pour le début de saison, tout du moins, je suis plutôt d'accord. Ouais, on a suffisamment parlé de ça et... Passons à l'épisode suivant. On va passer à 73 Yards. Ça, alors là, par contre, il y a eu l'effet inverse. On a vu l'épisode, on a adoré, on était à fond dessus, et on allait sur les réseaux sociaux et tout le monde était là. Mais qu'est-ce que je viens de voir Alors, c'était nul, c'était vraiment qu'est-ce que je viens de voir, pourquoi il n'y a pas de solution aux questions. Ouais, les gens étaient vénères qu'il n'y ait pas de solution aux questions. Et j'ai l'impression que ça s'est inversé au fil des jours. Quand je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très hostiles envers l'épisode au premier visionnage. Tout particulièrement les gens qui regardaient à 1h du matin. Les gens qui regardaient à 1h du matin, quasiment tous avaient détesté. Bah oui, parce qu'à 1h du mat... Et au fil de la journée, les gens ont plus apprécié. Parce qu'à 1h du mat, t'es fatigué. C'est le genre d'épisode que tu regardes en étant fatigué. Tu dois vraiment, dans ton cerveau, il doit pas y avoir toutes les connexions qui se font pas. Et ça doit être trop bizarre, un épisode qui te donne pas les clés. Un boom, tu le regardes à 1h du matin. Bon, nous, on se serait endormis. Mais de manière générale, t'as pas beaucoup de clés à saisir. Donc, tu te fais pas chier. Si c'est le genre d'épisode que t'aimes bien. Un Devil's Cord, c'est ultra divertissant à 1h du matin. Un 73 Yards, si t'es pas bien réveillé... Mais j'ai vraiment adoré cet épisode. Ah, j'ai adoré. T'avais mis 9,17 et j'avais mis 9,5, donc on a mis 9,3 à nous deux. 9,5 est peut-être un peu haut noté par rapport... 9,17 me paraît pas haut, en fait, mais après... Ouais, je sais pas, 9,3 de manière générale, je pense que c'est correct. Parce qu'en fait, je réfléchis aux autres épisodes, parce que je crois que c'est le 3e épisode le mieux noté d'A-Show. Personnellement, ça me choque pas, en vrai. Enfin, après, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est un épisode de fou. C'est peut-être un peu exagéré. Il y a peut-être quelques... Et d'ailleurs, j'ai mis 7 en réel, ce qui fait baisser un peu ma note. C'est tout le côté politique. Cet épisode, j'aurais voulu que ce soit un film, en fait, en vrai. Parce qu'il y avait de quoi faire un film. Toute la partie politique, qui est pas si mal, en vrai. Elle est plutôt bien faite, sauf qu'elle est trop courte. Elle est trop courte. Il faudrait qu'on ait... Problème de la saison. Il faudrait qu'on ait plus le temps de voir comment évolue Ruby dans ce monde. Peut-être voir encore une personne qui disparaît. Un peu... pourquoi pas quelqu'un qui serait... qui serait à 73 yards, et elle se tourne vers elle, et on la voit parler au truc, et se barrer en courant, alors qu'elle le voulait pas, tu vois, enfin, il n'y a pas trop de trucs comme ça. Il y avait encore plusieurs trucs à faire, je pense, sur cet épisode. Pour un épisode de 40 minutes de Doctor Who, j'ai trouvé ça vraiment génial. On a été accrochés du début à la fin, c'était haletant, c'était assez terrifiant par certains côtés, c'était vraiment bien fichu, c'était de l'excellent folk horror, et je suis super heureuse qu'on ait un épisode comme ça dans Doctor Who, parce que nous on adore le folk horror, et là pour le coup, on était 100% dans notre élément, et c'était un épisode qui avait quand même toutes les chances de nous plaire en étant bien construit. Il était bien construit, d'ailleurs il était réalisé par un mec qui fait des films d'horreur à la base, ou des courts-métrages d'horreur, et ça se voit que le mec a les codes. Et d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé aussi Dot and Bubble. Et les gens m'en pensaient quoi? Ça me fait plaisir. Pauline, elle regarde, elle jette un coup d'œil. Mais je suis trop contente. Et l'épisode des 9 et des 10 en globalité. Très large, très majoritairement. Mais oui, je sais pas combien ça lui donne, ça. Quand on a sorti la vidéo de 73 Yards expliquée, il y avait beaucoup de gens qui avaient laissé le temps à l'épisode de décanter et qui l'appréciaient beaucoup plus déjà. Et donc, visiblement, ça a encore continué. Mais c'est un épisode où j'y ai pensé toute la semaine. Ouais, moi aussi, pareil. J'ai adoré ce côté épisode qui te reste en tête, qui réfléchit. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, est-ce que c'est pas ça? Et puis, j'adore quand un épisode me fait ça, moi. Ouais, mais c'est rigolo. Tout à l'heure, j'ai regardé, pour voir un peu comment on avait fait sur la saison 13, j'ai regardé le HO sur Flux, pas le HO, le bilan sur Flux, et sur Once Upon a Time, qu'on avait mal noté à l'époque, on dit justement, aujourd'hui on le noterait beaucoup plus haut, parce qu'on y a pensé toute la semaine, il nous est resté en tête, il y a eu plein de trucs intéressants et tout ça. Et donc c'est rigolo parce que Once Upon a Time reste en effet un des épisodes dont je me souviens le mieux de Flux, alors que je l'avais pas aimé à l'origine, quoi. Voilà, donc cet épisode-là marche bien, mais les fils rouges qui te restent en tête et qui font que plusieurs fois dans la semaine, tu fais « Mais c'est qui Mrs. Flom, en fait ?» Tu vois, et de réfléchir, de dire « Ouais, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. » C'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup dans Doctor Who, qui fait que j'adore Doctor Who, en vrai, et qui fait que
je suis fan de cette série et vraiment le fait d'avoir retrouvé ça, je suis trop content. Alors là, les épisodes, ça donne un peu l'impression qu'on a dit ouais bof. Oh celui-là il était bien. Bof. Non, c'est pas bof, c'est sympa, ouais. C'est sympa même si ça m'a fait chier sur les Beatles. Ouais. Je me suis fait chier, mais je comprends pourquoi c'est sympa et c'est génial. Ça va encore. Ouais, voilà, tu vois, mais on est très comme ça, tu vois. La saison en elle-même, je pense que je la retiendrai longtemps pour ce côté fil rouge qui chaque semaine me faisait exploser la tête, tu vois. J'étais vraiment là en train de me dire waouh, c'était mais du coup ça raccroche à ça et voir tout le monde sur internet en train d'en parler, Reddit, Twitter en train de parler de chaque détail et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Et on passe ensuite à Dot and Bubble, un épisode auquel on avait mis 7,3, t'as mis 7,16, j'ai mis 7,33, où je me dis mais nos notes sont trop basses, elle est magnifique ta tasse. Je suis en train de faire le con avec mon truc, tu vas me... Vas-y, je vais prendre ma tasse aussi. Ouais. Vous connaissez Les Contes de l'Infini ? C'est un recueil de nouvelles dans l'univers de Doctor Who. Il y a 13 nouvelles différentes écrites par 8 auteurs et autrices. Et on ne s'est donné absolument aucune limite. On pouvait choisir notre docteur, on pouvait aller n'importe où dans l'espace et le temps, et on pouvait choisir n'importe quel genre. Ce qui nous donne un mélange très hétéroclite de 13 nouvelles écrites par des fans français. Ça se voit que tu l'as répété 50 000 fois ce week-end. Je vous jure, j'ai passé mon week-end à ça. Donc, on disait Dot and Bubble. Dot and Bubble, c'est vraiment l'épisode que je revois à la hausse. Parce que je trouve vraiment que 7,33, c'est bas pour ce que c'est. Ce serait bien un 8,5, un truc comme ça, quoi. Je pense. C'est vraiment un grand épisode. Comme ça, redonner une note, c'est compliqué, tu vois. Ça à chaud, sur le vif. Mais c'est vrai que je pense que c'est mon deuxième épisode préféré après 73 Yards. Mais genre, les méchants, on avait mis 6. Ah, mais on avait noté les limaces. Oui, c'était les limaces. Ah ouais, c'est vrai. Pour les méchants, on avait noté les limaces. Parce qu'on s'est dit, c'est compliqué de noter à la fois les limaces et les gros racistes. Donc, comme les gros racistes, ils étaient quand même plus importants, on les avait mis dans personnages, vu que c'était eux qu'on suivait majoritairement. Disons que notre façon de noter ne peut pas être parfaite. On ne note jamais de façon parfaite. On adapte, en fait. Parce que parfois, il n'y a pas de méchants du tout dans certains épisodes de Doctor Who. On met quand même notre méchant, en fait. Non, Dot and Bubble, énorme surprise. Et c'est vrai que cet épisode, il a fallu le temps de le digérer. Et en sortant de l'épisode, on avait été un peu... c'était mieux que ce qu'on craignait. On craignait vraiment l'effet boomer qui va aller écrire sur les réseaux sociaux pour dire ah là voilà. Et en fait c'est drôle parce que ça joue avec ça quoi. C'est vraiment ça nous fait croire au début que ça va être ça pour finalement nous le retourner. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que dans les bonus de l'épisode, Russell T Davies dit que c'est volontaire. Ah oui, qu'il a volontairement mais que c'est conscient d'avoir à ce point fait croire que c'était un épisode de gros boomer et d'avoir laissé des trucs au début qui donnaient cette impression-là pour finalement retourner complètement le truc et dire non, vous êtes complètement sur une fausse route, c'est pas les réseaux sociaux que ça critique en fait. C'est les gens qui sont dans leur bulle de manière générale. Ouais, c'est un peu les gens qui sont dans leur bulle et donc du coup, il y a des gens la plupart du temps quand on parle des gens qui sont dans leur bulle, on dit faut les sortir de leur bulle, tu vois, faut sortir de ça. Et en fait, RTD a voulu dire, mais il y a certaines personnes laissées dans leur bulle et... C'est vrai qu'il le dit littéralement comme ça. Il dit exactement ça. Moi, ça m'a marqué parce que c'est une réflexion, tu vois, que je trouve super intéressante, en fait. Le fait de dire, on veut toujours sortir les gens de leur bulle, sortez dehors, lisez des livres et tout ça. Mais en fait, t'as des gens, faudrait peut-être juste les laisser dans leur coin et on s'en occupe pas. En fait, c'est des gens qui sont tellement, de toute façon, atteints par le truc que tu n'arriveras pas à les convaincre autrement et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aller contaminer en dehors de leur bulle, en fait. Ouais, voilà. C'était absolument pas la direction qu'on pensait que l'épisode prendrait. C'est un épisode avec des révélations surprenantes. Les retournements de situation, on a mis 8. Honnêtement, je me demande si je mettrais pas 10, quoi, là. Ouais, c'est fou, ouais. Le meurtre de Ricky, de sang-froid, le fait que... Ouais, c'est fou, 8. Le truc de tout autour du racisme, le fait qu'ils préfèrent aller crever, puis en plus, forcément, on tourne ça après le premier tour des législatives, ça laisse un petit goût amer de repenser à Dot and Bubble et de se dire, bon, finalement, c'est peut-être pas dans un futur si lointain, ce genre de conneries. Mais moi, je me souviens que ce qui m'avait un peu embêté dans cet épisode, c'était le côté... le docteur qui apparaissait. Le docteur apparaît, il se passe quelque chose. Enfin, il discute, ça avance. Ah oui, hop, ça s'arrête, ça rediscute, ça avance. Et c'est un problème qui reste encore un peu aujourd'hui pour moi. Je pense qu'on aurait dû voir encore moins le docteur et Ruby. Toi, ça t'avait saoulé, ça faisait interruption. D'ailleurs, tu le faisais dans un show. Ouais, oui, je faisais exprès de couper, en fait, Pauline. Genre, elle parlait, puis je faisais, et moi, j'ai envie de dire ça, tu vois. Il se passe quelque chose, et d'un coup, c'est coupé. On dit, bon, maintenant, on va expliquer un peu. Puis le docteur va faire, waouh, trop bien, j'ai trouvé la solution. En fait, il y a ceci et cela. S'il faut mettre un petit reproche aussi, la fin.
qui est un peu bizarre, je trouve. Il y a toujours des choses qui me dérangent sur la fin. À chaque fois j'en parle, genre, mais qui sont tous ces gens qui sont déjà sortis? Pourquoi le docteur et Ruby sont là sur le côté, en train d'attendre? Et comment ça se fait qu'ils se sont pas rendus compte avant que c'était des racistes, les autres? Enfin, tu vois, il y a tout un truc comme ça. La fin est pas très... Enfin, je me suis demandé quoi à la fin. J'ai du mal encore aujourd'hui à comprendre la fin. Pourquoi ils sont tous... Oui, pourquoi ils sont tous là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils mettent des bateaux? Est-ce que c'est des... Parce que certains sont là depuis plusieurs jours, donc voilà. Ils ont pris, ils ont commencé à se préparer tout ça, mais c'est vrai que pourquoi est-ce que le docteur et Ruby ne sont pas allés leur parler avant? Pourquoi est-ce qu'ils partent maintenant alors qu'il y a d'autres gens qui arrivent? C'est un peu aussi du détail. C'est du détail, ouais. Et, en fait, je comprends, tu vois, enfin c'est le genre de détail qui tique, tu vois. Et mais en fait dans tous les épisodes il y a ça, des détails où on va tiquer, qui vont nous gêner. Et en fait selon notre appréciation de l'épisode, on va plus ou moins y accorder de l'importance. Quand on n'a pas aimé un épisode, c'est beaucoup plus facile d'aller faire ça c'est un problème, ça c'est un problème, ça c'est un problème. De manière générale, l'épisode est quand même cohérent, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits couacs qui mettent un peu à mal. Disons que j'aurais voulu à la fin, j'aurais voulu qu'on m'explique un peu plus le pourquoi, enfin comment c'était organisé cette vie souterraine un peu, tu vois. Pourquoi c'était comme ça, mais vraiment en 2 phrases, tu vois, pas besoin de plus, tu vois. Non, après ça fait didactique. Ouais, voilà, mais tu vois pourquoi, enfin, imaginez. Il y a plein de racistes, tous ensemble, en train de faire leur bateau et tout. Et sur le côté, sur une petite péniche, là, je sais pas, enfin, non, pas une péniche, sur un petit sur un petit mur, un petit muret, t'as le docteur et Ruby qui sont là comme ça en train de, du coup, j'imagine, de parler à d'autres dans les bulles. À d'autres dans les bulles. Enfin, c'est vrai qu'ils auraient pu parler à d'autres. Bah, mais ils ont l'air de parler qu'à elle. Oui, ils ont l'air de parler qu'à elle. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant qu'on découvre qu'en fait, ils ont parlé à d'autres. Limite que tous les autres se sont fait choper. Tu vois, il n'y a que Lindsay qui a réussi à s'en échapper dans tout ça qu'ils ont parlé, ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, j'y accorderais moins d'importance dans le sens où le message est tellement fort et la puissance de l'épisode est telle que, bon, c'est vrai que j'ai un peu tendance maintenant à me dire, bon, bah, ces petits défauts, je les mets un peu au second plan parce que à côté, j'ai énormément apprécié la façon dont le message était amené. Du coup, les gens, là, restent un peu plus bas quand même. Ils sont à 7,8. 7,5. Ouais, bon, je veux dire par rapport à celui d'avant, par exemple, tu vois. Ah oui, mais enfin, oui, en fait, oui, il reste un peu sur notre note là. Mais pareil, Dot and Bubble s'était fait défoncer en sortant, et les gens ont eu le temps de le décanter, et il était beaucoup plus apprécié déjà après quelques heures. Beaucoup de gens qui n'ont pas compris la fin aussi. Ça, c'était un truc. Oui, j'ai halluciné le nombre de gens qui n'avaient pas compris la fin. Bah, pour nous, ça nous a paru limpide. Pour d'autres, il a fallu qu'ils le lisent pour peut-être. Il y a des gens qui sont toujours persuadés qu'on fait de la théorie, hein. Non, ça c'est pas non, c'est validé. Il faut revoir l'épisode en y pensant et tout de suite. Non, il y a des gens qui l'ont vu en y pensant et qui nous ont dit en commentaire que on a fabulé, que on se faisait des idées parce que on pense, parce qu'on voyait ça de ce prisme-là. C'est validé, c'est 100% validé. Ils le disent systématiquement et tous les indices mènent vers ça. À partir du moment où elle dit vous, c'est le problème, c'est vous, monsieur. Pourquoi est-ce qu'elle viserait pas Ruby? Puis après ça parle de vaudou. Et après ça parle de vaudou. C'est sûr à 100%. C'est fait exprès d'être un peu. Je pense, pas direct. Je ne pas dire, direct, mais t'accuses pas quelqu'un de vaudou. Comme ça, tu vois, c'est un mot qui a un sens, c'est un mot qui a une portée, historiquement. Et non, c'est du racisme pur et dur. Bon, On passe à Rogue. Rogue, un épisode auquel on a mis 6,3. Moi, personnellement, comme ça, je lui remonterais un poil sa note pour qu'il soit plus aux environs de 7, tu vois. Oui, 6,8, 7. Je le trouve quand même en dessous des autres qu'on a mis autour de 7,3. Mais je trouve que 6,3, on a été un peu sévère. En fait, quand on a revu Rogue, on s'est beaucoup plus amusé, vu qu'on avait en tête le fait que c'était écrit un peu comme une fanfic en reprenant les codes de la fanfic et tout ça. Et aussi en connaissant déjà le personnage du Docteur et Rogue, c'était vachement plus appréciable. En fait, je pense qu'on savait que ça allait aller super vite et que du coup, ça nous a moins gênés, en fait. Par contre, j'ai toujours des soucis avec la fin, que je trouve vraiment illogique, pour le coup. Et du coup, ce sera pas l'épisode qui me marque le plus de la saison, mais pareil, c'est un épisode que j'ai revu un peu à la hausse et que j'apprécie plus maintenant. L'alchimie entre Ncuti Gatwa et Jonathan Groff suffit à faire de cet épisode un épisode très appréciable. C'est vraiment sur tous les épisodes, je sais que j'ai dit qu'il manquait 10 minutes. Mais Rogue, pour moi, c'est vraiment l'épisode pour lequel c'est le plus gros problème. C'est qu'avec ces 10 minutes supplémentaires, on aurait pu faire tellement plus de choses pour développer le truc des oiseaux, pour approfondir un peu plus calmement la relation entre Rogue et le Docteur. C'est vraiment, pour moi, l'épisode qui souffre le plus de ce format assez court. Et c'est dommage parce que c'est un épisode avec un très gros potentiel et j'espère vraiment beaucoup
revoir le personnage de Rogue. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on a rigolé en le revoyant et en appréciant vraiment cette fois-ci leurs interactions. J'ai trop envie de revoir Rogue, quoi. Moi, c'est ce que j'allais dire. En fait, le personnage de Rogue fait tout dans le... Enfin, c'est pareil, c'est lui qui porte un peu l'épisode pour le coup. Oui. Disons que il est moins extravagant que Maestro. C'est un personnage beaucoup plus classique, mais qui reste quand même très marrant, hein, très pince sans rire un peu, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai pas le mot, mais bon, bref. J'adore son côté un peu en retrait. En retrait, voilà, c'est exactement ça. On va le revoir, Rogue. C'est à peu près obligé. Je pense que ça va être un personnage comme ça. Et je pense que cet épisode pourra être beaucoup plus appréciable après avoir vu Rogue. Quand on fera l'histoire de Rogue un peu, tu vois. Cet épisode-là sera peut-être beaucoup plus appréciable parce que bah là, en fait, tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a une rencontre, une histoire d'amour qui est trop rapide. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, c'est trop rapide, cette histoire d'amour. J'ai envie, peut-être qu'avec la suite, quand ils vont se revoir, qu'il va y avoir de nouvelles histoires autour d'eux, cette histoire d'amour-là, qui était un peu trop rapide, me paraîtra peut-être plus logique à ce moment-là. Mais c'est à voir ça, donc du coup avec le temps, ça tombe, on verra plus jamais Rogue. Je serais trop déçue, c'est vraiment un personnage qu'on veut revoir, quoi. Enfin, ça tombe, c'est juste un personnage qu'il a mis là pour se dire, ah, si un jour quelqu'un veut le réutiliser, il peut. Puis même j'aimerais bien revoir Kate Herron et Bryony Redman écrire sur Doctor Who, parce qu'en vrai c'est sympa ce qu'elles ont fait. Alors c'est très Doctor Who old school, pour le coup c'est vraiment un épisode qui reprend une vieille formule, mais en vrai je pense que c'est logique, c'est un des seuls qui a pas été écrit par Russell T Davies, elles ont écrit un épisode comme Russell T Davies vieille époque, et pourquoi pas en soi, ça change au moins un petit peu, parce que Russell T Davies en fait vraiment, il a quand même bien changé sa manière d'écrire, si on en reparlera un peu sur le final, il a toujours un peu ses tics, mais il a quand même changé sa manière d'écrire, et donc là de retrouver sa vieille patte, mais pas écrit par lui, c'est un peu surprenant. Mais sinon, j'ai trouvé qu'elles avaient des idées super intéressantes, et donc j'aimerais bien les voir réécrire, soit sur le personnage de Rogue, soit sur avec une histoire qui n'a rien à voir. Je pense que ça peut être ultra intéressant de les retrouver à nouveau sur Doctor Who. Je vais profiter aussi de cet épisode pour parler de quelque chose qui m'a énervé. Vénère hein, dans ce non mais alors, pour moi, c'est le plus gros problème de la saison. Oui. C'est le mensonge. Dans cet épisode, il y a tout ce truc de Ruby qu'on voit, enfin du coup elle se bat contre, enfin en vrai dans la vraie vie elle se bat contre l'autre oiseau et c'est elle qui gagne. Oui. Sauf que avant on nous montre un éclair, donc ce qui veut dire que l'autre a pris son corps. On voit Ruby qui arrive, qui fait des craquements et qui fait le bruit de l'oiseau. Qui fait le bruit de l'oiseau et tout. Grâce à ses oreilles soniques, là, je sais pas trop quoi. Oui, que ça serait ses boucles d'oreilles qui auraient recréé ça. Mais non, mais ça marche pas parce que elles servent déjà, c'est pas expliqué dans l'épisode en fait que c'est ça. Mais les boucles d'oreilles, oui, elles servent pas. Mais ça a quand même été utilisé pour lui donner l'odeur du piaf. Ouais, mais pourquoi? Enfin, bref, je trouve que mentir dans un épisode, te mettre un éclair, rien que, allez, on va dire juste mettre l'éclair. Le fait qu'elle fasse son craquement comme ça, c'est vraiment mentir au spectateur. C'est vraiment dire, bah, c'est l'oiseau, ça peut être que l'oiseau, tu vois, ça peut pas être Ruby. Et je trouve que, et à la fin, on t'arrive, on fait, mais en fait, c'était Ruby. Et là, tu fais, mais ouais, mais je pouvais pas m'imaginer le contraire, vu tout ce que tu m'as montré avant, ça pouvait pas être Ruby. Enfin, tu vois, il y a un côté mensonge de l'épisode, il y a l'image, il y a l'épisode qui t'a menti à toi. Et qui fait que, bah, du coup, c'est normal de pas, le retournement de situation, moi, m'a fait chier, en fait. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah bon? Toi, tu te disais, bah, moi, je le savais que c'était Ruby. J'étais sûre. Je pensais vraiment que c'était un oiseau. Mais j'ai cru qu'en fait, tous les corps qu'ils avaient copiés, ils pouvaient leur redonner leur essence. C'est ça que j'avais cru. D'accord, okay. Mais ça, c'est un épisode de Steven Moffat. C'était vraiment Ruby, ça je l'avais pas vu venir. Ah d'accord, ok, ça tu l'avais pas vu venir. Non. Mais du coup, ouais, tu vois, le retournement... Bah oui, parce que je me doutais qu'elle allait pas mourir. Non, mais évidemment qu'elle allait pas mourir, mais le truc c'est que j'ai trouvé que c'était pas forcément amené d'une bonne manière, surtout qu'en fait on ne la voyait pas mourir. Ouais, mais moi c'est un personnage, tu le vois vraiment mourir à l'écran, même si tu sais, même si tu te doutes qu'il va revenir après, ça te fait quelque chose de le voir mourir à l'écran, tu vois. Là, on la voyait pas mourir. Du coup, j'ai pas cru une seconde. Pour moi, il y avait cet éclair. Enfin, il y avait l'éclair qui annonçait que, que Ruby s'était fait avoir. Il y avait les craquements, les côtés oiseaux de Ruby qui faisaient. Mais c'était Ruby pour moi. Et quand on m'a fait le retournement de situation à la fin, j'ai fait. C'est bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu mens pas au spectateur. Et je dis ça. C'est le gros problème. Alors vous allez dire, bah c'est juste Rogue, c'est pas grave. Non, on va en reparler. Sauf qu'on va en revenir quand on sera au final. Les gens ont mis 7 en gros, 7. Ça tourne autour de 6, 7, 8, 9, ouais. Je pensais que les gens avaient beaucoup plus apprécié Rogue que ça. Ok, d'accord. J'ai l'impression de voir Jack Harkness. Beaucoup de gens ont dit ça, alors que vraiment, je suis pas d'accord pour le coup. Il est enfin, de prime abord, il faisait un peu look de Jack Harkness, mais ils ont absolument pas le même tempérament.
Et ça, de toute façon, j'en ai déjà parlé dans un show. Bon, on passe au final déjà. Au final, la saison est assez courte. Alors, on a combien de temps? Nous, on a même pas 1 heure de tournage. Oui, enfin, après, on va parler de tous les détails, Julien. Donc, bref, première partie du final, The Legend of Ruby Sunday, à laquelle on a mis 7,2. Non, je crois qu'on a arrondi à 7,3, je sais plus. Je crois qu'on a peut-être mis 7,3. Je sais plus, mais en fait, on a eu plein d'épisodes de 7,3, c'est trop marrant. Et donc toi, t'avais mis 7,3, et moi, j'avais mis 7,16. Et on avait changé plusieurs fois les notes plaisir, on avait eu un peu de mal à se décider sur est-ce qu'on avait apprécié cet épisode ou non, enfin, à quel degré. C'est vraiment un épisode, c'est un didacticiel, quoi. Je trouve que ça aurait dû être 2 épisodes séparés, en soi, les 2 storylines, parce que vraiment, je n'arrive pas à passer outre le fait que c'est débile 1 heure avant la grande intervention sur scène qu'ils attendent depuis des semaines de Suzanne Triad. Ah bah on va aller faire ce truc super dangereux, super instable, enfin c'est débile. Ah oui, ça pas que ça va être super instable sur le coup. Ouais, enfin ils disent quand même que c'est une technologie expérimentale, machin, ils sont pas sûrs d'eux quand même. En fait ça tombe bien que ça arrive à ce moment-là et que du coup tout s'enchaîne comme ça. Ouais, c'est quand même un heureux hasard. En fait c'est vraiment un épisode qui est basé sur des heureux hasards. Avant l'épisode, je disais, le premier épisode d'un final, c'est souvent l'épisode vraiment génial parce que c'est là où on va te faire plein de révélations, où on va te faire plein de nouveaux trucs à réfléchir, tout ça. Mise en place des attentes pour le voilà, final. C'est la mise en place en fait et tout. Et souvent c'est génial et ça retombe un peu comme un soufflet, c'est logique dans le deuxième épisode. Cet épisode installe les enjeux, il n'y a pas de problème, mais il fait un peu que ça. Ça reste un épisode sympa à regarder, hein. Franchement, c'est un épisode où sympathique. T'as dit tout au début direct en disant didacticiel. Mais c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment, allez, on doit aller de ce point-là à ce point-là, on va faire ça, et on coupe en petites scènes. Bon, c'est un épisode, quoi, mais peut-être, c'est peut-être trop comme ça, quoi. C'est peut-être. Mais je sais que ça a été pas mal reproché, c'est pas que nous qui avons eu cette sensation. En fait, ça se voit que c'est une première partie de finale, un peu, tu vois. Ouais. Il a pas ses propres enjeux. Il vit vraiment pour être la première partie du final. Parce que généralement, les premières parties de finale, comme tu dis, ça installe les enjeux, mais ça a sa propre histoire. On va prendre par exemple le final de la saison 3, qui en fait est en 3 parties, mais on a Utopia, enfin je prends celui-là parce que je trouve que c'est celui qui en soi ressemble le plus. Et on a Utopia, où c'est vraiment sur cette planète et tout ça, ils doivent faire décoller le vaisseau. L'épisode en soi, sans la fin, peut être indépendant. Ouais. C'est vraiment cet épisode-là. Ensuite, on a la deuxième partie, qui est véritablement, enfin, The Sound of Drum, c'est toute l'installation de Harold Saxon, Premier ministre. Et on a pour le coup, ça ressemble un peu comme l'épisode là, on a toute l'installation de Harold Saxon, Premier ministre, qui va mener, au final, The Last of the Time Lord. Et là, j'ai vraiment trouvé que ça se sentait, dès le départ, que c'était uniquement là pour installer, qu'on n'aurait pas de réponse véritablement là-dedans, enfin, on sait juste quelle sera la menace, mais qu'on aurait toutes les réponses plus tard, en fait, dans l'épisode suivant. Mais en même temps, ça reste un épisode où je me suis pas fait chier. Moi, j'ai vraiment cette impression de grosse bande-annonce pour la suite, en fait. C'est ça. Oui, c'est vrai que t'avais dit ça comme ça. Ouais. C'est vraiment, ça nous tease ce dont on va parler dans le prochain épisode. Comme si, en fait, c'était vraiment une bande-annonce, et ça m'a beaucoup embêté. De toute façon, ce qui a vraiment joué sur cette idée de bande-annonce pour moi, c'est le côté Unit. Je n'aime pas Unit de la façon dont c'est écrit aujourd'hui. Pour moi, Unit, c'est le contraire du Docteur, c'est l'inverse du Docteur. C'est des militaires bêtes et méchants. Voilà, des militaires, quand ils voient un alien, ils tirent. Ils réfléchissent pas, ils tirent. Et ça me permet de mettre le Docteur en avant, ce Docteur qui va être le mec qui, lui, va pas tirer, va réfléchir, va voir comment résoudre la situation, et qui va gagner et qui va donner la bonne solution à la fin. Unit, ils sont marrants, du coup, un peu, tu vois, c'est ce côté un peu ridicule des gens qui tirent, des gens qui, voilà. Aujourd'hui, Unit, c'est juste, le QG du Docteur, quoi. C'est là où... Ça, mais... Surtout la première scène où il débarque. On l'a dit dans un show que ça paraissait trop bizarre, que ça aurait été mieux avec des scènes avant où vous voyez Susan Twist, d'ailleurs. C'est Susan Twist elle-même qui a dit qu'il était censé avoir 3 scènes avant dans laquelle il rencontre une nouvelle version de Susan Twist, qui rend déjà plus logique, mais par contre, pourquoi est-ce qu'il va voir Unit? Ça, c'est toujours pas résolu par ça. Bah non, parce que voilà, pourquoi aller voir Unit à ce moment-là? Sachant que, elle est pas difficile à trouver, en fait, Susan Triad, à ce moment-là. Ce Unit-là, on dirait plus, c'est une sorte de Torchwood. C'est vrai. Pour moi, bon, sans le cul, mais, enfin, quoi qu'à la fin, on sait pas, mais bon, je trouve pas ça terrible pour le Docteur. Je trouve que ça le rabaisse, en fait, un peu. Ouais, de devoir aller demander l'aide de militaires pour résoudre ses problèmes, voilà. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et du coup, je trouve que déjà, de base, quand t'as ce côté un peu... Allons voir Unit pour voir ce qu'on va faire ensuite, tu vois, un peu, c'est ça. Ouais, ça démarre Unit, pas bien. Et Unit te dit,
bah voilà, regarde, docteur, ta prochaine aventure, c'est celle-là. Mais avant, allons faire cette aventure-là, ça va être bien. Tu vois, et ça m'embête qu'en fait, c'est Unit qui donne ça au docteur, tu vois. Enfin, c'est... Mais à part ça, il y a quand même des trucs que j'ai bien aimé chez Unit. J'ai bien aimé le côté un peu humoristique qui se dégageait de Unit. Bon, par contre, je comprends absolument pas ce que Rose fait là. Ouais, bon, alors, un autre problème de Unit, mais bon, si c'est juste pour faire revenir des personnages classiques ou New Who, enfin, si c'est juste le coin où venir mettre des personnages qu'on a vus pour faire « Oh, le personnage est là, trop bien, oui, j'adore ce personnage !» C'est drôle, Kate qui veut recruter tout le monde, mais bon, à un moment, il faut quand même qu'ils aient des lignes de dialogue, quoi. Bah, ouais. Bah, elle parle un peu, Rose, dans Legend of Ruby Sunday, c'est pas énorme, mais c'est toujours plus que dans Empire of Destiny. Et le pire, du coup, c'est que, bah voilà, bon, du coup, je reproche ça à l'épisode, ça n'empêche pas d'être quand même... bah bien quoi, enfin on le regarde sans aucun problème, arrive à la fin, fait ah c'est déjà la fin. Et puis la fin est quand même je reste sur mon avis que Sutek est moche. Ah non, les gens vont nous en vouloir dans les commentaires. Moche dans le sens mal fait, je précise, parce qu'on nous a dit bah oui mais c'est normal qu'il soit moche, je sais, mais je dis mal fait. Mais... Bref, à part ça, sinon je trouve le final super efficace. Nous, on était comme des fous. Mais aussi, je comprends aussi le fait que beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Sutek aient reproché la manière dont ça a été amené. Et ça, pour le coup, c'est aussi pour ça que je trouve qu'il y a le lien avec la fin de la saison 3. C'est que le maître, quand on a regardé la saison 3, on savait pas qui c'était le maître. On a découvert avec « Oui, je suis le maître, machin ». Quand tu es nouveau spectateur, tu te dis juste, bah, je vais découvrir après qui c'est ce gars, en fait. Bah, tu sens la puissance, en fait. C'est ça qui est important. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de fans qui ont reproché, en fait, que I am Sutek, machin, mais si on n'a pas vu les classiques et tout ça, moi j'ai vu que la New. Ouais, mais en vrai, c'est pas grave, parce que c'est expliqué l'épisode suivant, quoi. Mais même que ça soit le maître ou Sutek, tu comprends que c'est un personnage puissant. Et c'est ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, en fait. T'as pas besoin de savoir. Ça aurait même pu être un nouveau personnage, en fait. Parce que là, c'est Sutek. Bon, voilà. Ça aurait pu être Gilberto, tu vois. Avec Gilberto. Et puis, en fait, tu comprennes quand même que c'est un personnage surpuissant. Alors, avec un nom comme ça, je suis d'accord, c'est plus difficile. Mais tu vois, ton fameux Gilberto, ça pourrait très bien être un mec que Franchement, la série nous a déjà fait des coups comme ça. De nous dire, ah, tu vois, t'aurais Gilberto affiché, et le docteur qui dirait, oui, j'ai affronté Gilberto, mais c'est une aventure dont il te parle de quand il était jeune sur Gallifrey. Ouais, voilà. Et qu'en fait, bah, c'est présenté comme le docteur connaît Gilberto et que nous, on le connaît pas. En vrai, ça, ils l'ont déjà fait dans Doctor Who. C'est vrai, ouais. Je sens que je critique beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à extérioriser. Mais le côté Sutek qui s'écrit, qui s'écrit sur l'écran, qui mélange les lettres, et waouh, regardez ça. Il a un graphiste, laisse-nous s'amuser. Mais je veux dire, c'est censé être un dieu qui a vécu pendant des années accroché au Tardis et tout ça. À un moment, cette façon d'écrire Sutek et tout, c'est un peu ridicule, je suis désolé. Graphiquement, oui, je suis d'accord, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait et tout. Mais quand tu te dis, c'est un dieu, en étant accroché au Tardis, c'est devenu surpuissant, les autres dieux du Panthéon en ont peur et tout ça, et que il affiche son nom comme ça à l'écran, et regardez, c'est moi. Petit PowerPoint. Sutek! Wouah! Et aussi, j'aurais tellement voulu que Sutek ne soit pas un gros chien, mais qu'il soit quelqu'un qui soit sur le Tardis, très sombre, tu vois, qui a peur de rien. Sur le Tardis. Soit assis, soit debout, avec une grande cape qui vient envelopper le Tardis. Ouais, j'aurais trouvé ça trop beau et beaucoup plus impressionnant. J'arrive un peu sur l'épisode d'après, et que, en fait, quand Ruby lui apporte l'écran, c'est le seul moment où ils se disent, là, je vais descendre parce que je veux savoir, tu vois. Mais le fait que ça soit un truc énorme, je trouve que ça, il perd en peur, tu vois. Le fait de ne pas être impressionnant, mais d'être juste un gros ouais, machin, voilà, un gros truc. Une espèce de gros bidule qui vient couvrir le Tardis. Et je suis pas un fan du Sutek classique. Alors si, j'aime bien son costume quand il a le masque. Mais quand il l'enlève, c'est moche. Et c'est aussi une tête de chien, mais dégueulasse en carton. Oui, bah, c'est une tête de chacal, mais l'idée, c'est qu'ils ont repris ce côté un peu chacal et qu'ils ont agrandi machin. Mais c'est vrai que Sutek, en fait, il est tout le temps assis. Parce qu'il est emprisonné dans Pyramid of Mars, donc il est tout le temps assis. C'est vrai que la symbolique de le voir à nouveau assis, c'est vraiment, en plus c'est celui qui attend, donc c'est cool, il est assis, tu vois, il attend, il attend son heure, quoi. Mais je veux dire, moi, pour j'aurais trouvé ça trop cool, en fait. Une ombre sur le Tardis est beaucoup plus impressionnante, tu vois, beaucoup plus, t'as peur. Ça, c'est un peu comme les anges pleureurs. On dit tout le temps, mais en fait ils bougent pas. Et ils vont, ou les personnages, ils vont. Et c'est ça qui fait peur, en fait. C'est le fait qu'ils bougent pas. Ils savent comment te tuer, ils savent comment te faire peur, ils savent comment... et c'est ça qui fait peur. Là, le gros chien, sérieusement, j'ai juste peur de me faire raboyer dessus, quoi, tu vois. Harriet, c'est beaucoup plus le Sutek que j'aurais imaginé.
Tu vois, Ariette devant le Tardis, comme ça, qui crache le sable et tout, enfin, qui fait don du sable, là, de la mort. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant, tu vois. Et j'aurais préféré un sous-texte comme ça que ce qu'on a vu, ce qu'il était vraiment. Je notais. Du coup, on l'a regardé avec notre fille. Sous-texte, elle le trouve mignon. Sous-texte, elle arrête pas de dire « Il est trop mignon, Sous-texte !» Alors que, par contre, elle trouve que les Harbingers, que les messagers, sont beaucoup plus flippants. Elle a été beaucoup plus impressionnée par eux que par Sous-texte. C'est plus ou moins ce que je ressens sans le trouver mignon. Il me fait pas peur. Alors que, ouais, en effet, nous, on est beaucoup plus... Enfin, la vieille de 73 Years, elle est 10 fois plus terrifiante. Hein. Mais à part ça, j'étais vraiment super investie. J'étais trop heureuse de le voir revenir. Et je suis super contente qu'on ait eu Sous-texte dans la New, même... Enfin, pas ça de New, c'est pas la New, qu'est-ce que je raconte dans Disney Walk. Alors, les gens, bon, c'est toujours pareil. On est sur la saison A7, Pauline. Mais c'est vraiment une saison A7. Quand on a démarré la saison, qu'on a regardé les 3 premiers épisodes, quoi, jusqu'à Devil's Cord, on s'est dit, c'est une saison, on va mettre 7 à tous les épisodes. 7, ça veut dire... Pas tout à fait, mais c'était à peu près ça. 7, ça veut dire, c'est bien. On passe un très bon moment. C'est pas la saison la plus marquante du monde, mais on passe un très bon moment. Ouais, là, on est vraiment entre 7 et 8. C'est un épisode où... qui a des gros défauts, mais devant lequel j'ai passé un agréable moment et où je retire aussi des choses très positives. J'adore. On n'a pas parlé de la partie VHS. Oui, c'est vrai. Ouais. Parlons du bon. Au bout d'un moment, arrêtons de parler que du négatif. La partie VHS, c'est incroyable. C'est génial comme idée. La VHS aurait dû être introduite, même pas forcément auprès du docteur, auprès de Davina McCall, ça aurait été super. Le truc de VHS, c'est un peu symptomatique de tous les trucs qui arrivent un peu de nulle part au fil de cette saison. Je trouve qu'il y a un peu un problème pour introduire les éléments qui serviront plus tard. Mais bref, de manière générale, si on reprend juste le concept de la salle VHS, je trouve que c'est une des meilleures idées de la saison. C'est un peu con. En vrai, le docteur, il a qu'à aller se poser à 2 km et il vient. J'ai le même problème avec Angel's Take Manhattan. Mais graphiquement, ça pète. C'est génial, c'est super beau. Et c'est flippant aussi. Tu vois, genre ça, c'est vraiment flippant, ce truc avec les glitches et tout. Ouais. Bon, donc, passons au bref, dernier épisode. épisode. À Empire of Death. Empire of Death, auquel on a mis 7,3. On l'a mis un petit peu plus haut parce que c'est vrai qu'on a préféré. En fait, quand on a regardé l'épisode la semaine avant, on s'est vraiment dit, ok, on voit à quel type de finale on a affaire. Donc Russell T. Davies a une certaine manière d'écrire les épisodes finaux, qui est la sienne, de la même manière que les épisodes finaux de Steven Moffat avaient aussi une patte très marquée. Donc j'étais pas particulièrement surprise. Enfin, de toute façon, j'ai direct comparé à la saison 3, il y a une raison, c'est qu'il y a des gros points communs dans l'écriture, enfin dans la construction en fait. Je dis absolument pas ça pour dénigrer son travail, mais Russell T. Davies a sa manière d'écrire les épisodes finaux, et il l'assume en plus. Lui-même, il dit que c'est comme ça qu'il aimait écrire les finaux. Il a dit, pour moi, un final, il faut que ça pète, il faut laisser les gens bouche bée, et tant pis si c'est pas parfait, à partir du moment où les gens se sont éclatés et ont pris leur pied, moi, c'est ce que je cherche. C'est comme ça qu'il vend la manière dont il écrit les finaux, et c'est littéralement ce qu'il fait à chaque fois. Et donc, c'est un épisode qui a plein de problèmes, mais il est fun. Et je trouve que le contrat en soi est rempli, vu que c'était ça qu'il disait, vouloir faire, et bah il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. On pourrait chipoter longtemps sur beaucoup de détails. En fait, c'est ça, c'est que bon, bah, là on va faire notre bilan, on va pas aller chipoter sur chaque détail. On l'a déjà un peu fait dans la show. Il y en a certains sur lesquels on va revenir parce que obligé, mais retenez ça, l'épisode était fun pour nous, on s'est bien amusé devant. On s'est éclaté devant. Je sais qu'il y a plein de gens qui étaient vraiment vénères, mais moi en fait, je dis absolument pas ça négativement. Je savais que c'était un final de RTD, et donc que ça serait profondément débile, mais génial d'un point de vue fun. En réalité, quand on regarde dans ces finaux, le seul qui se tient à peu près, si tu prends véritablement le sens scénaristique, c'est le final Doomsday, parce que le final de la saison 1, il est débile, le final de la saison 3, il est débile, le final de la saison 4, il est bien débile aussi. Mais c'est pas grave, ils sont fun, on s'éclate. Donc on leur pardonne un peu. Et là, c'est un peu le cas aussi. Alors, il y a des gens qui vont plus ou moins le pardonner, d'autres que voilà. Mais c'est assumé, c'est voulu, il veut juste faire du grand spectacle. Mon seul vrai problème avec ça, c'est le fait d'être obligé de mentir pour arriver à ses fins. On en revient à ça. Ah ouais, mais là, c'est... Enfin, tout là, à l'heure, j'en ai parlé sur l'apothéose, Rogue. quoi. Enfin, c'est vraiment mon problème avec le final. Bon, bah, de toute façon, on va dire tout de suite qu'il y a des plus surtout aux gens.
c'est cette conclusion de fil rouge, en fait. Oui, la conclusion de la mère de Ruby, ça a vraiment été la grosse déception générale. En vrai, l'histoire de Sutek, j'ai pas vu... Enfin, il y a peut-être des gens qui s'en sont plaints, mais je trouve que le fait qu'il ait été accroché à son Tardis, qu'il a vu vraiment un truc qui l'a bouleversé, enfin, où il savait pas trop quoi en penser, il savait... après, pourquoi celui-là en particulier, tu vois, c'est un peu ça. Bon, après, voilà, là, il faut bien donner son scénaristique, quoi. Donc, on va dire, ça se pardonne à peu près, quoi. La façon dont le docteur le bat, je trouve, enfin, c'est simple, mais c'est super efficace, je trouve. C'est badass, mais le truc, c'est que, juste normalement, dans Pyramid of Mars, il se retrouve aussi à dériver dans un... Vu que ça redconne le fait que ce soit dans un couloir spatio-temporel, mais bien dans le vortex qu'il est balancé, s'il est balancé dans le vortex, il a pas pu s'accrocher directement au Tardis du docteur, il aurait dû le Tardis c'était pas encore trop loin, peut-être, tu vois, et du coup, il s'est accroché quand il a... Passons encore. Tu vois, à la rigueur, je veux bien encore un peu passer les ponts. Et moi, moi, je trouve ça... Mais moi, voilà, ça, je ne m'en plains pas, je me plains, j'ai d'autres trucs dont je vais me plaindre. Le fait, tout à l'heure, on a dit que ce que j'avais, enfin, en tout cas, moi, et je pense que beaucoup de monde a adoré, c'était le fil rouge. C'était toutes les semaines se dire, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Pourquoi Ruby Rhod? Qui est la mère de Ruby? Qui est ce truc-là? Et du coup, le final, c'est, la mère de Ruby, c'est juste une femme toute simple à qui on a donné tellement d'importance qu'elle est devenue importante. Ouais, que même un dieu a cru qu'elle était plus grande que lui, quoi. Et ça, en soi, pourquoi pas? Ça, c'est beau. Mon gros problème, c'est que du coup, tout ce qui a fait la saison, le fait de réfléchir au fil rouge, d'essayer de trouver des théories et tout ça, a complètement été balayé par le fait que on nous ait menti tout le long. C'est pas qu'on nous met des fausses pistes, c'est qu'on nous met des indices falsifiés. Voilà. Ce qui est différent. Et ça, du coup, ça gâche un peu, je trouve, le plaisir, parce que t'as réfléchi à plein de choses, tu te dis, bon, je vais sûrement être déçu parce que souvent, t'as pensé à tellement de choses trop cool que le final en lui-même, te paraît moins bien. Oui. Mais sauf que là, c'est même pas que c'est pas bien, c'est juste que on t'a menti. Le poteau n'était pas là dans Church and Ruby Road. Il aurait dû être dans le décor, même si on le voit pas, même s'il est flou, il aurait dû être dans le décor. Le poteau n'était pas à Ruby Road. Pourquoi est-ce qu'elle se retourne pour pointer le poteau? C'est débile. Parce que, ok, elle a repéré le docteur, elle a vu que le docteur était là, et que du coup, elle lui donne le seul. Mais elle lui dit, ouais, je vais appeler ma fille Ruby. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, elle l'a nommé Ruby Rhod. Enfin, elle l'a nommé Ruby Rhod, oui. Elle l'a nommé maintenant, elle s'appelle Ruby Rhod Sunday. Elle l'a nommé... Bah ouais, imagine, elle aurait montré le panneau. Le docteur, il aurait mal compris. Rhod. Donc, elle pointe le panneau pour montrer qu'elle s'appelle Ruby, sauf que c'est pas le docteur qui a nommé Ruby. Le fait que le poteau soit pas dans Church and Ruby Road, que dans Legend of Ruby Sunday, il y ait pas le truc qui se soit pas affiché, puis soudain on le voit s'afficher là, mais alors ça, mais tu peux pas faire ça, c'est du mensonge en fait. Le tout début de saison, vous pouvez le regarder, réécouter, je l'ai écouté 50 fois, parce que je voulais comprendre le truc. Ça dit qu'une petite fille a été déposée dans une église et tout ça, et que la femme qui l'a déposée est repartie, personne n'a jamais su qui c'était, sauf un voyageur temporel qui s'appelait le docteur. Le docteur ne l'a pas reconnu. Le docteur ne savait pas qui c'était, et à partir du moment où le docteur sait qui c'est, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ben oui. Donc du coup, cette phrase est fausse, en fait. On commence la saison par un message faux, une histoire fausse, tu vois, c'est le truc de la neige. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, en fait, du coup? En fait, la neige, il manque un peu quand même d'explication. Je pense que l'idée, c'est juste que t'as tout ce truc du point fixe qui devient un souvenir, machin, et que c'est pour ça qu'il neige, j'imagine. Mais c'est pas clair. La musique cachée dans le cœur de Ruby, qui s'avère être la musique du Trickster, qui est un membre du Panthéon, dont on nous parle dans le final, où là, pour le coup, c'est peut-être de la fausse piste, mais en fait, c'est tellement de trucs qu'on est venu nous mettre, tu comprends pas pourquoi. Enfin, il n'y a pas de raison que Maestro se dise que la musique du Trickster, elle est terrifiante, si ça n'a pas une conséquence. En fait, il y a eu plusieurs fois, genre, il y a eu la musique du maître qui a été mise à 2 moments, ça peut juste être parce que Murray Gold, il se disait, ça fait une fausse piste et il est stylé, machin. Mais là, c'est vraiment du mensonge pur et dur de nous dire que la chanson est importante. Après, on rappelle que Russell T. Davies a écrit, a pensé l'histoire de la saison 1 et de la saison 2 conjointement. Si ça se trouve, l'histoire de Ruby n'est pas finie, mais telle qu'on nous la laisse là, on nous a sciemment menti. Le docteur ne se pose pas plus de questions que ça, Ruby ne se pose pas plus de questions que ça, il se quitte là-dessus. Il manque quelque chose. Bon, et puis le départ de Ruby... Ouais, mais le départ de Ruby, tu vois, genre moi, j'ai trouvé ça plutôt mignon, ça m'a pas trop dérangé, parce qu'on sait
Alors, non, moi je trouve que c'est plutôt l'inverse. Ah ouais? J'aurais préféré... Si je ne savais pas que Ruby revenait, ça m'aurait touché. Sauf que là, je regardais la scène, je disais, bah mais Ruby revient, on le sait. Ouais, bah limite, ça en fait trop, quoi. Bah ouais, ça en fait trop. Il y a plein de gens qui sont pas au courant. On a eu plein de commentaires de gens. Donc là, bah voilà. Ah merde, pardon, vous le savez. Mais à un moment, c'est officiel, quoi. Ça fait 3 mois que c'est officiel que Ruby, elle est en saison 2. T'as le docteur, t'as... Et avec Varada Setou et Emily Gibson, qui sont des photos officielles sorties il y a plusieurs mois. Donc c'est vrai que bah, quand on voit cette scène, on se dit, bon, vous en faites un peu beaucoup, vous allez vous revoir, c'est pas un adieu définitif. Mais moi, j'ai trouvé ça mignon quand même. Mais il y a des gens qui ont été ultra vénères en se disant, mais c'est quoi ce départ de compagne et tout. Et j'osais pas trop leur dire, du coup, dans les commentaires, mais non, mais c'est parce que c'est pas son vrai départ. Ah, alors moi, tu vois, je pense vraiment l'inverse. Bah alors bon, c'est pas... Pour moi, si on n'avait pas su qu'elle revenait la saison d'avant, ça m'aurait vraiment touché, tu vois, parce que bah... Même si... Nous, c'est parce qu'on aime bien les départs simples. Ouais. Les gens, ils aiment bien les départs très grandiloquents, tu vois, je pense. Alors que nous, les départs de compagne simples, c'est ce qu'on préfère. Ouais, peut-être, ouais. Enfin bref, globalement, j'ai passé un bon moment devant ce final. Je sais qu'il est débile. Je sais que dans quelques temps, je le trouverai probablement détestable. Ou en tout cas, que je l'aimerai moins. Un peu comme la saison 3, que j'avais adoré la première fois que j'avais vu ce final-là, et qu'aujourd'hui, je me dis, j'arrive pas à passer au-delà du fait qu'il est complètement débile. Je pense que ça risque d'être un peu le cas pour celui-là. Mais actuellement, je suis encore, tu vois, dans la phase où je me dis, ouais, je sais que c'est débile, mais je me suis bien amusée, et je sais que c'est le but de l'épisode. Donc... tant que cette phase dure, j'en profite, tu vois, un peu. Après, peut-être que du coup, en tête, tu vas garder ce truc maintenant et que tu verras toujours cet épisode de cette façon-là, je pense. Je sais qu'énormément de gens ont été déçus par la fin de saison, mais j'ai l'impression que vous, ça va plutôt bien. Bah, en fait, ça tourne autour de 7. Donc 6, 7 et 8 sont les notes les plus... encore, hein, franchement. C'est ça comme nous, hein. Ouais, c'est comme nous, non, mais je trouve que 7, c'est justifié. ouais. Hein. Et je pense que les gens ont pensé un peu la même chose. Alors, j'ai pas allé lire tout ce qu'ils ont écrit, mais... Ouais. Final gâché, grand spectacle, grand moment, mais ça n'a pas de sens. Du coup, voilà, on a terminé avec tous ces épisodes. Bon, on va revenir quand même sur tous les points qu'on avait mis dans le questionnaire de fin de saison. On va aller un peu plus vite. Oui, parce que la plupart ont déjà été plus ou moins abordés. Mais bon, voilà, on va refaire un petit point général sur différents points. À commencer par, il me semble que c'est le docteur. Le docteur, c'est parti. Docteur. J'ai aucun docteur où j'arrive à me dire il est pas bon, tu vois, surtout dans les derniers. Sérieusement, j'ai envie de dire ah ouais, c'est un très bon docteur, mais en fait, quand je réfléchis à tous les docteurs, je trouve que tous les docteurs sont le docteur, tu vois. J'ai vraiment du mal. Dire que tous les docteurs sont des très bons docteurs. Bah voilà, c'est ça. Mais je trouve que il apporte quand même quelque chose que de jamais vu en fait. C'est vraiment un nouveau docteur, quoi. Il y a le côté, je saurais pas mettre de mots dessus en fait. À mon sens, c'est un docteur qui apporte une vraie fraîcheur. On n'a jamais eu de docteur comme ça. Je sais que le point émotion a saoulé beaucoup de gens, mais moi j'adore le fait d'avoir un docteur émotif. En fait, le problème c'est pas les larmes, c'est le fait que tous les épisodes aient une tension de fou. Pour moi, c'est ça le vrai problème. Et donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir enfin on va en reparler après, mais que j'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 épisodes plus simples. Parce que du coup, c'est vrai qu'il pleure très souvent. Personnellement, moi ça me dérange pas du tout. Je suis quelqu'un qui pleure très souvent, je suis quelqu'un de très émotif, qui a besoin d'exprimer ses émotions. Si je peux dire quelque chose sur cette émotivité, c'est que en fait, ça ne m'a même pas frappé l'esprit en fait. J'ai jamais remarqué que le docteur pleurait tant que ça en fait. Et en fait, c'est des gens, à force de dire, ah oui, vois, mais... ah oui, c'est vrai que là il pleure. Mais moi, je trouve que c'est tellement bien amené, c'est tellement bien joué, et c'est tellement réaliste en fait qu'il pleure à ces moments-là, qu'en fait, ça m'a jamais choqué qu'il pleure en fait. Et ce que je trouve cool, c'est que c'est vraiment un ajout de Shutigatoa. C'est Shutigatoa qui a voulu rendre son docteur comme ça, parce que lui-même est comme ça. Et comme ça, il y a une authenticité qui s'en dégage. Et puis, il pleure tellement bien que moi, j'ai pas de problème avec lui. Et aussi, pleure tout le temps. Alors, parce que bon, il y a ça, mais il y a aussi ce côté un peu, alors j'ai envie de dire jeune, tu vois. Ce côté très, qui va très vite et tout ça, il est très jeune. Ah, je pensais que t'allais dire dans le côté, on essaye d'apprendre de plus en plus aux jeunes que il faut pas réprimer ses émotions. Ah non. Parce que t'as ce côté aussi, tu vois, genre, en fait, à chaque fois, le discours sur les larmes, je trouve qu'il y a une espèce de relance, genre, les mecs, ils doivent pas trop pleurer, tu vois, qui ressort, qui me dérange un peu, tu vois. Alors que je trouve ça justement cool, et je pense que c'est voulu, de voir un héros qui chiale, en fait, et qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Je trouve ça important, parce que justement, vu que ça parlait avant du docteur, enfin, dans les épisodes d'avant, ça parlait du docteur qui réprime toujours ses émotions. Enfin, le docteur de Whittaker, même le docteur de Tennant qui commençait à s'ouvrir, mais qui réprimait quand même encore ses émotions.
Mais je trouve ça ultra intéressant que le docteur suivant soit un docteur très ouvert sur ses émotions. Et bref, du coup, c'était pas ça que t'allais dire. Ah non, moi je voulais juste te dire qu'il y avait un côté très punchy, très Jones, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, mais c'est encore de l'émotivité en vrai. Oui, c'est le fait de faire ressortir tes émotions puissance max, quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est aussi ça, c'est un peu le côté quand il fait quelque chose, il y va à fond, tu vois, et tout. Ouais, et Tennant Smith, c'était un peu comme ça. C'est pas le même genre. Et c'est pas le même genre en fait, c'est peut-être plus actuel, tout simplement. Cela dit, Tennant et Smith, ils ont aussi pas le même genre d'énergie. Hein. Et pourtant, c'est une nouvelle énergie, tu vois, que j'aime beaucoup. Et puis voilà, après, Ncuti Gatwa, c'est un super bon acteur. Le docteur en lui-même est vraiment très bon. Je reprocherais peut-être juste le changement de costume. Ah ouais ? Alors, autant dans certains épisodes, quand ça s'y prête, j'aime bien, mais j'aurais voulu qu'il ait un costume. Je pense que ça va probablement être du coup le costume de Church and Ruby Road qui revient à la fin d'Empire of Death. En fait, sa marque signature, c'est un peu le long manteau marron et puis le truc un peu orange, où il emporte plusieurs fois des comme ça. Je pense que c'est ça un peu, tu vois, sa signature. Et le fait que, je trouve ça d'ailleurs chouette à la fin d'Empire of Death, que les deux aient remis leurs fringues de début de saison, tu vois, ça fait un petit peu un rappel. Je trouve que le docteur doit avoir son costume dans lequel tu vas le représenter, en fait. Oui. Et aujourd'hui, c'est celui qui ressort, en effet. Mais le fait qu'il ait beaucoup changé, c'est peut-être le seul reproche que moi je ferais, parce que j'aime bien ce côté... le docteur, voilà, il a son costume. Alors, il peut avoir des variantes, il peut avoir d'autres costumes dans certains épisodes particuliers. Mais j'aime bien que le docteur ait son costume, en fait. Oui, après, je sais pas. Personnellement, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ces costumes tellement sympas. Et le fait, en fait, vraiment que ça revienne à la fin me fait dire que, ça va, tu vois, il a quand même sa signature. Mais oui, après, je peux comprendre. Mon souci avec le docteur à l'heure actuelle, c'est que j'ai l'impression de pas encore le connaître assez, que ça allait un peu vite. Mais en même temps, je sais que c'est dû au tournage de Sex Education, que c'est dû au fait qu'il soit très peu dans 73 Yards, pas beaucoup là dans Dot and Bubble. Et que je préfère largement ne pas encore connaître assez le docteur et apprendre à le connaître plus en saison 2 et avoir la chance d'avoir Ncuti Gatwa en docteur, plutôt que de ne pas avoir Ncuti Gatwa en docteur, mais d'avoir le docteur dans tous les épisodes. Après, on aurait pu avoir aussi un excellent interprète. Un autre bon acteur. Mais je suis tellement contente d'avoir Ncuti Gatwa parce que c'est un acteur tellement extraordinaire que, tu vois, ce défaut-là, je me dis, si en fin de saison 2, j'ai toujours l'impression de ne pas connaître le docteur, j'aurais un souci là-dessus. Ouais. Mais là, actuellement, je me dis, c'est une saison 1. Le docteur, en fin de cette première saison, généralement, on le connaît pas très bien. Oui, c'est vrai. Le docteur de Capaldi, c'est beaucoup plus construit sur sa deuxième saison. Le docteur de Jodie Whittaker aussi, pareil. On verra ce que ça donne. Les gens, eux, ont mis entre 9 et 10, 7, 8, enfin 8, 9. Il est génial, quoi. Il a conquis beaucoup de monde, en tout cas. Oui. Ruby Sunday, maintenant. Ruby Sunday, on peut dire ce qu'on veut, elle a son rôle de compagne qui est plutôt pas mal en vrai. Il y a pas grand chose à dire là-dessus, je trouve. Enfin, c'est... en fait, un peu comme le docteur. Mais là, le problème, c'est que du coup, elle sera probablement moins là en saison 2. Donc, ça va être plus compliqué à creuser, mais j'aurais aimé qu'on la creuse un peu plus. 1 ou 2 épisodes en plus, ou alors 10 minutes d'épisodes en plus à chaque fois. C'est le souci sur Ruby, c'est que en fait, là, elle est censée être partie et que j'ai l'impression de pas encore la connaître assez. Mais en même temps, je l'adore parce que Millie Gibson est géniale, parce que son alchimie avec le docteur, enfin tout ça c'est des points que j'adore chez elle. Donc Ruby, c'est une compagne pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, mais que j'aurais aimé connaître plus en fait. Pour une saison, je trouve que ça passe en vrai tout ce qu'on sait sur elle. Ah oui, après, comparé au nombre d'épisodes, on sait beaucoup de choses sur elle. Mais je trouve que du coup, par moment, tu vois, c'est un peu du drop, tu vois. Et c'est juste, on nous donne des infos et c'est pas forcément distillé dans sa personnalité, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est vraiment dû au fait que c'est une saison assez courte. Hein. Ouais. Mais va falloir qu'on se fasse à l'idée, parce que maintenant on a des saisons du épisode, donc ça sera toujours comme ça. Mais du coup, il va falloir adapter ce genre de choses, tu vois. Oui, il faudrait adapter l'écriture des compagnons. Parce que par exemple, on va prendre un exemple. Dan, il a fait globalement le même nombre d'épisodes, quoi, grosso modo. Dan, on nous a appris beaucoup moins de choses sur lui. Mais j'ai l'impression de plus connaître Dan finalement, parce qu'il est plus simple. Ouais, voilà, parce que c'est pas Ruby est un personnage assez complexe en fait, alors que Dan c'est un compagnon ensemble, donc du coup, en aussi peu d'épisodes, j'ai l'impression de le connaître. Bill, pareil, Bill elle a fait qu'une saison, j'ai l'impression de bien connaître Bill, parce que j'en connais pas forcément énormément sur... Enfin si, on connaît quelques trucs sur ses goûts et tout ça, mais on a le temps de devenir proche de Bill, et là ça a manqué de scènes un peu plus intimistes, où on peut vraiment se sentir proche de Ruby et pas juste savoir des trucs assez factuels sur elle, tu vois un peu. Ses petits temps morts avec sa famille,
ces petits échanges avec le docteur. Les gens ont mis combien? Les gens ont mis... Ils sont entre 7, 8, un peu 9. Ouais, surtout 8. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'elle est tellement bien interprétée. Rien que 73 Yards. En fait, 73 Yards a beaucoup aidé, en fait, à réussir quand même à la connaître un petit peu malgré tout. Elle joue tellement bien dans 73 Yards. C'est un bonheur. C'est rigolo parce que du coup, quand tu regardes, c'est exactement ça. Les gens disent « Ah, t'as des commentaires qui vont dire « Ah, je l'aime bien, elle est très bonne, elle a une très bonne compagne et tout. » Et puis après, tu vas voir, pas assez exploité, personnage intéressant mais pas assez exploité. Enfin, c'est vraiment le truc. C'est bon. Passons à quelque chose qui va mêler les deux points précédents. La relation Dr Ruby. Bah pareil. En fait, la relation Ruby-Docteur est vraiment géniale, mais parce que la relation des acteurs est géniale. On manque de scènes, de liens, de moments où on se pose dans le TARDIS ou ailleurs, mais je vois généralement dans le TARDIS, ou avec la famille aussi. Ou un épisode entier qui fait que tu les vois s'amuser ensemble, quoi. Comme Space Babies et Church and Ruby Road, en fait. Après, dans le reste de la saison, il n'y en a pas, et c'est dommage, parce que souvent, en plus, ils sont assez séparés. Mais genre, par exemple, si on prend dans Rogue, il y a tout le truc avec Carla, le flashback où elle dit au docteur machin. Mais ça, c'est une scène qu'on aurait dû voir dans un épisode. Parce que même sans avoir Ruby dans la scène, c'est une scène qui creuse la relation entre le docteur et Ruby et qui creuse les enjeux entre l'un et l'autre. Du coup, la relation marche beaucoup grâce aux deux acteurs qui sont vraiment, ça se sent qu'ils s'aiment bien et tout ça. Mais... Et donc c'est communicatif, leur joie, tout ça. Mais on est vraiment toujours sur ce même problème de y a pas assez d'épisodes et des temps d'épisodes pas assez longs. Ça manque d'épisodes où les deux ils s'amusent ensemble et que tu comprennes pourquoi elle voyage avec lui, parce que chaque fois qu'elle voyage avec lui, c'est pour presque être... c'est la fin du monde, quoi. C'est la fin du monde, et tu te dis, à un moment, dis-toi peut-être que c'est peut-être mieux de partir vite, quoi. Non, mais ça, après, tous les épisodes de Doctor Who, à chaque fois, c'est un peu la cata, mais t'as toujours disons que t'as des épisodes où, normalement, t'as un peu moins de pression, et ça aide à construire cette relation. C'est pour ça que Space Babies, je l'apprécie malgré tout, parce que c'est vraiment celui qui creuse cette relation de cette manière-là, d'une façon assez naturelle et organique. Bon, pour cette relation, les gens... Je trouve que c'est pas assez développé. Ils ont été environ 6, 7, 8, 9. Bon, ça, un peu de 10 encore. Un peu de 10 aussi, un peu de 5 aussi, du coup. Mais donc on va passer tout de suite au point suivant, qui est Susan Twist. Susan Twist, c'était notre fil rouge préféré au fil de la saison. On cherchait notre petite Suzanne dans les décors à chaque fois. Mais j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus que juste ça. En fait, c'est le côté un peu tout ça pour ça qui est un peu embêtant. Ouais, c'est ça, tout ça pour ça, voilà, c'est ça le problème. L'idée est bien, l'idée est géniale. L'actrice est géniale. L'actrice est géniale, mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire que juste dire « Ah, j'ai mis une Suzanne dans tout le truc, jusqu'à temps d'en avoir une surpuissante. Surtout qu'elle arrive qu'à partir d'un moment bien précis. Que ce soit Sutekh ou Susan Twist, c'est des fils rouges qui ont été mieux résolus si on avait su que, ok, Sutekh, il est accroché au TARDIS, ok, mais il a pas beaucoup de force. Et c'est de se retrouver aux confins de l'univers, à un endroit où c'est poreux, et où justement il y a ce côté conte de fées, tout ce qui est fantastique qui peut entrer dans notre quotidien, qu'en fait de se retrouver aux confins de l'univers, c'est ça qui lui donne son pouvoir, et c'est ça qui lui permet de développer les Susan Twist à partir de ce moment-là sur son passage. Parce que le truc, c'est qu'ils les ont jamais croisés avant. Ouais, tu sais, c'est un peu comme... T'avais parlé de ça. Ouais, c'est le problème Clara, en fait. C'est exactement le même problème. C'est que si tu veux faire un truc comme ça, il faudrait que Susan Twist se soit retrouvée dans des épisodes un peu random, en fond, auparavant, avant la saison, en fait. Et ça, c'est pas possible. Mais moi, je l'avais dit dans le HO, je crois, pour moi, Sutekh aurait dû s'accrocher en étant au confin de l'univers, en fait. Oui. À ce moment-là, s'accroche au TARDIS. Sutekh, je le redis, il n'est pas dans un vortex temporel, il est dans un couloir temporel qui est censé... un couloir spatio-temporel qui est censé l'amener très loin dans le futur et très loin géographiquement. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus logique par rapport à Pyramid of Mars que Sutekh est attendu dans ce couloir pendant une chier de temps, et que il est atteint la fin de l'univers, il se retrouve dans cette zone paumée, et qu'à ce moment-là, il se raccroche au TARDIS. Qui arrive aussi aux confins de l'univers. Pourquoi pas ? Mais du coup... Ouais, du coup, Susan Twist, vraiment problème Clara. Ouais. Vraiment très 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 bonne idée.
Mais la conclusion est pas... Mais c'est difficile de dire qu'elle est pas terrible, c'est parce qu'on s'est imaginé tellement de choses qui auraient été mieux. Ouais, c'est ça, on l'a tellement retourné dans tous les sens, la théorie Susan Twist. Oui, quoi. Non mais non, tu dis on l'a tellement retourné dans tous les sens, Susan Twist que... La théorie Susan Twist. Ça va pas, là, n'importe quoi. Ah mais c'est la fatigue, ça fait 3 heures qu'on tourne, Pauline. Les gens ont mis 7, 8, 6, ouais, 7, c'est 8... ça. En fait, j'ai vraiment adoré le voyage. Et la conclusion, bon, un petit peu soufflée. Après, en même temps, elle est pas illogique, tu vois. En fait, si la conclusion était complètement illogique, ça m'aurait vraiment fait chier. Bah, ce qui est logique, c'est de ne pas l'avoir avant, en fait. Oui, ça c'est illogique, mais ça c'est compliqué d'un point de vue logistique. Mais en fait, mon souci, c'est juste que c'est décevant. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé que ce soit plus gros, mais je retiendrai surtout le fait que c'était absolument génial de chercher les Susan Twist et d'essayer de trouver ce que c'était. Voilà, c'est ça. Le mystère de la naissance de Ruby. Bon, ça, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on va pas trop s'arrêter dessus. Les gens en ont pensé quoi? Bah, il y a beaucoup de notes bien négatives. Ouais, là, en fait, on a eu beaucoup de 6, 7, 8, mais on a aussi beaucoup de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, plus que sur les autres notes, en effet. Je pense que ça a beaucoup déçu. Comme on parlait de Susan Twist juste avant, les gens étaient déçus. Encore plus, je pense, par ça que par Susan Twist. Bah oui, parce que c'était c'était le mystère de le saison. Mystère de la saison, quoi. La résolution est nulle, révélation au top, scène extrêmement émouvante au café. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, on a parlé que du côté un peu mensonge et tout ça. C'est vrai que, en fait, mis de côté ce côté mensonge qui était vraiment agaçant, en soi, la manière dont elle retrouve sa mère, même si, en fait, c'est toujours un peu le cul entre deux chaises, entre elle veut son anonymat, faut le respecter, et en même temps, on a un peu envie de savoir, tu vois, et ça a fait ça un peu. C'était déjà ça un peu dans Church and Ruby Road, et puis là après ça le refait, mais vraiment puissance 10 dans le final. Bah oui, elle a pas forcément envie d'avoir, c'est un peu forcé quoi, mais en même temps tu comprends que Ruby elle a envie de savoir ça. Connaître, ouais. Après j'ai toujours aussi quand même ce problème il la retrouve grâce aux mesures fascistes de Roger Williams. Ça me dérange un peu quand même au niveau personnel, au niveau croyance perso du fait que c'est quand même pas très bien de se réjouir qu'une mesure fasciste ait permis de retrouver de l'ADN. C'est un peu... Comme quoi, c'est peut-être pas si mal. Hein. Ah non, mais c'est ça. Non, mais en vrai, ouais, c'est ça, j'avoue que c'est un peu... Les retrouvailles, je les ai trouvées super émouvantes. Je trouve que Louise est un personnage émouvant. J'ai hâte de voir si ça revient un peu justement en saison 2, parce que le fameux William, je peux pas m'empêcher de me dire que ça ressemble beaucoup à Roger Rabb William, qui veut dire Roger, fils de William, et le fait qu'on ait la musique du trickster qui reste, est-ce que le mystère est fini? Pauline, je ne sais alors, pas. Pauline, il faut que tu te mettes dans l'idée maintenant que... Non, enfin, moi aussi j'espère. En fait, je dis que la fin de saison qu'on a eue là, c'est pas terminé cette histoire, en fait. Il y a encore des choses derrière. Tu vois, je me dis, il reste des détails qui sont pas faits. Pourquoi il parle de son père juste à la fin? Pourquoi il parle jamais de son père? Il parle tout le temps de sa mère. Et que là, d'un coup, il fait « Ah bah ouais, tiens, le père ». C'est quand même très bizarre, tu vois. Je tiendrai quand même la scène du café qui m'a fait chialer. Elle est très émouvante. Mais du coup, j'aime beaucoup la scène dans le salon avec sa famille, avec ses deux mères, sa grand-mère et tout ça, où elle est vraiment entourée par toute la famille, qu'elle a reconstituée, et que voilà, enfin, son affection pour Carla, ce sera toujours Carla, ce sera sa mère, et puis voilà. J'aurais aimé, tu vois, qu'on le voit un peu plus dans la saison, parce qu'on le sait, tu vois, mais genre 1 ou 2 scènes de plus. Oui. Un peu comme, tu vois, par exemple, Rose dans l'autre saison 1, avec sa famille, où on la voit beaucoup avec sa famille, tout ça, on la voit beaucoup avec Jackie. J'aurais aimé que Carla, parce qu'on n'a pas le point Carla, donc j'en profite pour le placer, j'aurais aimé que Carla ait un peu plus de développement aussi, tu vois, à ce niveau-là. Et puis Cherry, parce qu'elle est incroyable. Quel personnage, Cherry, elle est trop bien. On va parler de l'autre personnage, de la voisine, maintenant. Ah, Mrs. Flood. Madame Flood. Madame Flood, comme alors là, les notes sont un peu... c'est entre 5 et 10, mais c'est le 10 le plus gros. Ah ouais, mais tout le monde l'adore, mais elle est incroyable. Déjà, elle est incroyable, c'est d'accord. Mais le truc aussi qui joue pour elle, c'est que son mystère n'est pas encore résolu, donc c'est beaucoup plus facile. Donc on verra en saison 2 si vous aimez toujours autant. Mrs. Flood dans la saison 2, ça va être bon 7, allez. Mais c'est trop bien un mystère comme ça. En plus, un mystère qui dure sur plusieurs saisons. J'adore. Voilà, un mystère qui est étalé auparavant, tu vois. Après, est-ce que c'est un mystère qui sera résolu en saison 2, ou est-ce que c'est un mystère que RTD a décidé de mettre dans ses épisodes sans jamais rien en dire?
Ça serait trop marrant, tu vois. Le personnage qui est tout le temps là. Ah, ça serait trop frustrant. Qui est un peu narratrice un peu de toute l'histoire et tout, mais qu'on sait jamais rien sur elle, tu vois. Je sens quand même un personnage très important pour la fin de la saison 2, tu vois. Sérieusement, je pense que c'est ma phrase préférée de la saison. C'est quand elle est avec Thierry et que juste avant de venir en sable là, elle lui dit vous croyez en Dieu, dit oui, vous êtes croyant, oui, et elle fait vous lui direz que, alors je sais plus exactement la phrase, vous lui direz que j'arrive à ses portes, que j'arrive à ses portes, et ça m'a tellement, mais la phrase elle est tellement bien dite et tellement belle, tu vois, ça m'a trop touché en fait. Je sais pas pourquoi cette phrase m'a tellement elle m'a prise au trip, tu vois, vraiment. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce personnage qui peut dire ce genre de choses, tu vois. Elle nous fait passer par toutes les émotions super vite, parce que juste avant, il y a la vanne qu'elle lance à Thierry en disant, non, t'auras pas tenté. Et à la fois, c'est drôle, et en même temps, ça te fout, mais la chair de poule, elle est terrifiante à ce moment-là, parce que tu te dis, ouais, c'est rigolo, mais en même temps, ça veut dire qu'elle a une certaine puissance. Donc après, t'as justement cette phrase-là. Puis après, elle se fait réduire en sable quand même, en disant, oui, j'aurais pu faire quelque chose. Où tu te dis, c'est probablement pas... elle est pas si puissante que ça, du coup. Elle peut se faire toucher quand même par Soutek et tout. Et après, elle revient, elle dit, ah là là, il l'a réussi. Donc, le clever boy. Ouais, elle sait... Ouais, bon, ça... on va pas s'étaler sur ça. C'est de la théorie, après. Parce que clever boy, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas juste oui, Clara non, je sais, dit ça. Non, mais c'est parce que elle a plusieurs de ses costumes qui sont des costumes qui rappellent des tenues portées par des compagnes. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'elle connaît ces trucs-là, enfin, différentes compagnes. Mais je trouve que c'est avec le fait qu'elle parle avec le 4e mur, tu vois, enfin, qu'elle nous parle directement... ça a l'air d'être un personnage un peu au-dessus. Elle est consciente qu'elle est un peu dans un programme de télé. Tu vois, c'est ça. Et tout. Après, mais ça, c'est fait pour moi. Alors là, de toi, c'est un personnage écrit pour toi, ça c'est clair. Mais moi, c'est ce qui manquait dans Doctor Who pour moi, tu vois. J'ai trop peur vu... non, mais en fait, Mrs. Flood, c'était juste la voisine. On lui a donné de l'importance, donc du coup, elle est devenue importante. Mais sinon, c'est juste la voisine. Non, j'ai trop peur de ce que peut faire RTD avec ça. Parce que c'est tellement... gigantesque que si sa conclusion est pas très bonne, je pense que ça me touchera, quoi, ça me rendra triste. Les gens, donc du coup, on met des bonnes notes. Elle est incroyable pour le moment, mais oui, en effet, c'est parce que on a tellement de choses encore à découvrir sur elle que bon. Mais aussi ce truc dans 73 yards, quand elle fait donc là, tu téléphones à ta mère qui est là-bas et tout. Oh là, ça n'a rien à voir avec moi, je me bats. C'est pas mon truc, ouais. C'est trop... C'est trop louche. Passons au dernier mystère, entre guillemets. On en a déjà beaucoup parlé, donc je sais pas si on va avoir grand chose à rajouter, mais Soutek. Oui, Soutek, oui, déjà, on en a reparlé avec Susan Twist. Oui, j'ai pas grand-chose encore à rajouter par rapport à Soutek. Est-ce que les gens ont bien aimé Soutek ? Les gens ont mis 7. Oh, ça va encore. 7, 8. Maintenant, moi, je suis content, surtout qu'il y ait le panthéon de la Discord. Ça, c'est vraiment un truc... tu vois, tu te dis... Ah, c'est établi maintenant. Ouais, c'est établi, vraiment. Enfin, ça existait déjà, mais là, c'est vraiment établi. On sait que les dieux sont prêts à faire des choses autour de la Terre, autour du Docteur, enfin, tu vois, c'est... Ils débarquent tous en même temps, quand même, hein. Oui, j'arrive. Tu vois, c'est un peu le côté Clara aussi, hein. Ils débarquent tous en même temps. Ouais, mais c'est peut-être ce côté... si tu veux vraiment qu'ils aient des aspects dieux, il faut qu'ils soient en dehors de la réalité, en dehors du temps, enfin, tu vois... Et donc, du coup, ça me paraît logique qu'ils arrivent tous en même temps, parce que là, il y avait Soutek qui revenait, peut-être, tu vois, donc du coup, ils ont... Ça aurait été plus logique de relier ça aux confins de l'univers de Wild Blue Yonder. Je pense que c'est... Parce que, tu vois, genre, le Toymaker est relié à ça, on se doute que Maestro aussi, ça aurait été plus logique que si le panthéon de la Discord arrive vraiment à ce moment-là, de façon aussi présente dans le Universe, c'est grâce au sel aux confins de l'univers, tu vois. Mais bon, à part ça, je suis contente d'avoir revu Soutek et que comme ça a fait découvrir Pyramid of Mars à plein de gens. Et ça, c'est un sacré point positif, qu'il y ait plein de gens qui regardaient Pyramid of Mars parce que c'est cool. Après, on va parler plutôt de tout ce qui est technique, réel, tout ça. Bon, c'est pareil, on en a déjà beaucoup parlé. On va revenir sur quelques points peut-être, on va voir selon ce qu'on a mis. On avait commencé par l'écriture des épisodes. L'écriture des épisodes, donc vraiment en les prenant séparément, c'est bien. Enfin, on a quand même... Non mais si, c'est bien. Alors c'est rigolo parce que vraiment les 2 seuls épisodes qu'on a trouvés un peu en dessous sont les 2 qui n'ont pas été écrits par RTD. J'espère que la saison prochaine il y aura quand même plus d'épisodes qui ne sont pas écrits par RTD parce que c'est chouette d'avoir des écritures. Enfin, même si RTD il a une palette d'écriture assez variée.
Il l'a prouvé cette saison. Je pense que c'était aussi un peu ça qu'il voulait faire. Je pense qu'il voulait se faire un petit kiff. Hein. Mais en fait, ouais, c'est ce que j'allais dire, moi, par rapport à l'écriture des épisodes. Ce que j'ai aimé dans cette saison, tous les épisodes sont très différents. Il a essayé plein de styles différents, plein de choses différentes. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que, bon, d'un côté, t'as un épisode qui te plaît pas. Parce que du coup, tout le monde a son petit épisode préféré. Tu vois, il y en a qui vont aimer Boom, alors qu'il y en a qui aiment pas. Il y en a qui vont aimer Rogue, il y en a qui vont aimer... Et tu vois, tout le monde, du coup, a cette saison un peu en... Ah, j'ai aimé ça, ah, moi j'ai plutôt aimé ça. Et t'arrives à comprendre... Tout le monde a un peu son épisode qu'il aime un peu moins aussi, du coup, vu que c'est des concepts. Et t'arrives à comprendre pourquoi les gens aiment cet épisode et préfèrent celui-là, tu vois. Je comprends aussi que ça puisse ne pas plaire à certaines personnes. Il y a des gens qui ont fait « Ah, c'est que des épisodes à concept, c'est pas du Doctor Who ». Moi, je trouve que ça marche très bien avec Doctor Who et que je suis content d'avoir au moins des choses différentes chaque semaine, quoi. Puis, par exemple, je pense que l'idée, c'était vraiment de donner une palette de tout ce que Doctor Who sait faire, vu que c'est une saison pour redémarrer. C'est vrai que c'est peut-être un peu fouillis pour les nouveaux spectateurs, mais au moins, ça leur montre plein de facettes de ce que peut être Doctor Who, et je trouve ça intéressant. Les gens en pensaient quoi, du coup ? Le vent, ils ont mis 7, comme d'hab, 6, 7, 8... C'est une saison à 7. Ensuite, c'est de l'écriture des personnages. Manque 10 minutes dans chaque épisode, ou alors 2 épisodes, mais il manque du temps pour apprendre à développer les personnages, donc ils sont super cool, mais c'est surtout dû au jeu des acteurs. Enfin... On est plus sur du 7,5 là, on a besoin de plus les voir, super chouette, Ruby tire son arc du jeu... son arc tire son... Épingle du jeu. Tire son arc. Ruby tire son arc du jeu. Il y a aucun personnage où je me dis « Ah, celui-là, je l'ai pas trop aimé. » Tu vois, enfin, ils sont... Si, Boom. Boom, les personnages secondaires sont super mal écrits. Les personnages de Boom, peut-être. Ah ouais, vraiment, les personnages secondaires de Boom, ils sont... J'y pensais déjà plus à Boom, désolé. Ah ouais, non mais la preuve, tu vois, c'est que les personnages de Boom sont pas marquants. Dans tous les épisodes, il y a des personnages qui nous ont marqués, des personnages qui nous ont intéressés. Un personnage comme Rogue, on a envie de le revoir. Même Kate, par exemple, j'ai envie de Oui, dire. Kate, même Ibrahim, tu vois. Ouais, Christopher Ibrahim, c'est mon nouveau chouchou de Unit, hein, il est génial, il est super marrant. Kate, je trouve qu'elle est un peu trop écrite comme son père. Donc tu vois, j'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'elle fait, mais j'ai plus l'impression de regarder le brigadier que Kate par moment, tu vois. J'ai envie de dire que pour Kate, alors tout à l'heure je me plaignais d'Unit, mais Kate, j'ai toujours eu un peu de mal, alors ça dépend les épisodes, mais... J'ai l'impression que c'est du mal à définir un peu. Ouais, Kate. En fait, il y a certains épisodes où à chaque fois on voyait Kate, je me disais, je sais pas, je suis pas trop fan d'elle, j'ai vraiment du mal. Et là, en tout cas, dans cette saison, je la trouve beaucoup mieux écrite, personnellement. Après, oui, en fait, pour le coup, elle est assez cohérente entre les épisodes où on la voit sur l'RRTV. On voit qu'il a son image du personnage de Kate. C'est juste que moi, je le trouve un peu trop copié sur son père. Dans Space Babies, je trouve que, les bébés, outre la bouche, ils sont mignons, mais surtout, leur nounou, elle est assez attachante et tout ça, et tu comprends les sacrifices qu'elle fait, elle m'a vraiment touchée. Devil's Corp, on a déjà beaucoup parlé de Maestro. 73 Yards, les personnages dans le pub, ils sont incroyables, ils sont super bien écrits, ils se foutent de sa gueule, mais c'est vraiment des gros connards. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient reproché ça, le fait d'avoir fait de ces personnages des connards, mais moi je trouve ça très réaliste. Moi j'aime bien. Les bons campagnards qui ont l'occasion de se foutre de la gueule d'une citadine qui connaît rien, là, en vrai, c'est assez réaliste. Dot and Bubble, sont super... marquant les personnages. En y réfléchissant comme ça, je trouve que les personnages sont plutôt bien écrits. Ouais, c'est juste les principaux, un poil plus de développement, ça aurait pas été du luxe. Ensuite, l'écriture des fils rouges. De toute façon, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, c'est que les fils rouges, ils ont bien marché pendant la saison, on était à fond dessus. Et même, on est encore un peu à fond, genre quand on pense à Mrs. Flood, par exemple. Mais elle a pas encore eu sa résolution. Oui. Mais même sur le mystère de la naissance de Ruby, comme je suis un peu insatisfaite, j'ai envie que ça continue. Et qu'on sait que ça pourrait continuer, donc du coup, on reste quand même sur notre idée, quoi. Ça a été notre gros plaisir de la saison, de faire les théories. Bah ouais, ça a été vraiment... Alors qu'on n'est pas trop théorie, mais là, tout le monde était en effervescence, c'est ça qui est bien, en fait. Mais c'est ça, parce que oui, on n'est pas théorie à la base, en plus, c'est ça le pire. Mais quand t'as tout le monde qui est en train de faire ses théories, et que... ça te donne envie de savoir ce qui est en train de se passer, ça marche. Le seul truc qu'on pourra peut-être reprocher, du coup, c'est que ça retombe un peu comme un soufflet, quoi. Comme souvent. C'est pour ça qu'à la base, on n'aime pas faire des théories, c'est parce qu'on sait ça va tomber comme un soufflet. Là, en fait, ce qui était motivant, c'est qu'il y avait tellement de théories à faire, ça partait tellement dans tous les sens, qu'on se disait que de toute façon,
au moins 95% des théories seraient fausses. Oui, et le fait que du coup on en ait eu des bonnes, on était plutôt contents. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Eux, ils sont sur 6, 7, 8, comme d'hab. Bon mystère, je suis pas fan de toutes les résolutions. Très inégal, certains sont vraiment bons, d'autres beaucoup moins. Fin un peu décevante. Ensuite, on va parler de la diversité des épisodes. Oh, on en a déjà parlé sur le... On en a parlé avant, visiblement ça vous a vraiment beaucoup plu. Pour moi, c'est le gros point fort de la saison, la diversité des épisodes. Mais donc les gens sont dithyrambiques, ça pour le coup. Ah oui, là, ouais, on est sur du 10, 9, 8. Y a rien à redire, et si ça peut continuer comme ça, moi ça me va. Avec d'autres, comme tu disais tout à l'heure, avec d'autres... Quelques épisodes plus simples au milieu. Et ouais, déjà des épisodes plus simples, et d'autres scénaristes aussi. Ensuite, la cohérence de la saison. Ça, par contre, tu vois, c'est un peu mon point négatif, c'est que c'est super cool d'avoir la diversité, c'est super cool d'avoir des fils rouges, mais dans l'ensemble, la saison, je la trouve pas très cohérente. Il n'y a pas assez de liant entre les épisodes. Justement, il n'y a pas ces petites scènes dans le Tardis pour faire un peu de transition. On les a coupées, tu vois, pour qu'on gagne un peu de temps. Donc on perd à la fois du développement de personnages et du liant entre les épisodes. Ça, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est genre, on a un épisode, paf, on passe au suivant, il n'y a pas vraiment de truc entre les deux. Enfin, c'est... Et du coup, le côté naturel un peu est perdu. Ce qu'on avait beaucoup, par exemple, sur l'ère précédente, en fait. Mais surtout en réalité, parce que quand tu regardes la première RTD, t'avais justement souvent t'as plus régulièrement des épisodes qui se suivent pas mal, ou alors t'as vraiment ce côté un peu transition qui est apporté par l'atterrissage du Tardis et la mise en place du truc, et puis à la fin une espèce de mini débrief. T'as beaucoup ça en fait dans la période RTD. Il y avait déjà des épisodes assez différents, les histoires se suivaient pas forcément, mais t'avais une cohérence de saison, aussi au niveau généralement un peu esthétique, alors que là, comme ils ont voulu faire des trucs super différents, je trouve qu'il manque un petit truc, tu vois, pour se dire que la saison dans son ensemble est cohérente. C'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste plus des épisodes un peu indépendants, tu vois. Les gens, eux, 6, 7, 8, on est un peu plus vers le 6,8, je dirais, à peu près. Parlons d'un sujet qui fâche. Ah bon, ça fâche? Ah non. Oui, bon, vite fait, quoi. Mais c'est juste pour... Parlons de la musique. La musique, oui. On avait un peu peur... je le sais, ça va créer, d'accord. On avait un peu peur... d'accord, là, qui me tue. On avait un peu peur du retour de Murray Gold, parce que... Peur, c'est un grand mot. Oui, peur, c'est un très grand mot, parce que Murray Gold est un excellent compositeur. On craignait qu'en fait, il ait du mal à se renouveler. Je n'ai pas eu cette peur pendant la saison. Pour les effets spéciaux et la musique, quand on ne l'entend pas, c'est que c'est bien. C'est que c'est bien. Et c'est que c'est organique avec la scène. Voilà, et j'ai jamais entendu la musique. Alors, il y a le thème du docteur, parce que chaque fois, j'entends les zinzins de l'espace et ça me fait chier d'entendre les zinzins de l'espace. Ah oui, I Am the Doctor renversé, ouais. Je trouve que tout était cohérent dans la musique, en fait. J'ai trouvé qu'il a réussi à donner son ambiance musicale propre à chaque épisode, ce qui est appréciable. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Tout particulièrement sur la période Moffat, je trouvais qu'il parfois il avait un peu de mal à se renouveler quand même. C'était un peu pour ça les craintes, parce que je trouvais qu'il y avait des morceaux géniaux dans les saisons de Capaldi, mais qu'il allait quand même beaucoup piocher ailleurs. Il a repris des anciens thèmes à lui. Alors, j'aimerais bien savoir quand même pourquoi on a le thème du maître, le thème du trickster qui traîne et tout. C'est quand même des thèmes qui ont des significations assez fortes. Est-ce que c'est juste pour mettre des fausses pistes ou juste parce qu'ils aiment bien? C'est assez bizarre, quoi. Et ça, j'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe. On verra, parce que si ça se trouve, il y a des films qui vont mener à ça, il y a des choses qui sont pas encore dites, quoi. Le maître, j'ai quand même un peu l'impression que c'est de la fausse piste, mais bon... Après, il est pas loin, le maître, on le sait. Il est pas loin, mais il avait rien à foutre dans ce contexte. Ouais. Alors que le trickster, on sait toujours pas, tu vois. Et puis, trickster, c'est une musique qu'on entend dans Ouais, pour le coup, elle est vraiment importante, quoi, dans l'histoire. Alors que le thème du maître, c'est plus pour accompagner. Et il y en avait d'autres. Genre, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une reprise du thème de Unit de l'époque RTD, mais réorchestré. J'ai trouvé ça sympa. Et il y a aussi des trucs très sympas. Par exemple, j'ai adoré l'ambiance musicale de 73 Arts de Dot and Bubble. Elle est incroyable, l'ambiance musicale de Dot and Bubble. Et je pense que le fait que la saison elle-même était assez diversifiée lui a permis de s'amuser aussi, et de faire des trucs plus diversifiés. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt réussi. Je trouve qu'il y a des morceaux très sympas. J'espère qu'il va nous sortir cette bande originale. Pas comme la saison 10, hein, parce qu'il y a des musiques trop bien et j'ai envie de les écouter, quoi.
Les gens ont l'air d'avoir beaucoup aimé. Bon, les gens ont aimé, oui, ouais, c'est vraiment des bonnes notes. Hein. 7, 8, 9, 10, majorité du 8. Les gens aiment beaucoup Murray Gold, hein, de toute façon. Oui, il est super populaire dans le fandom Murray Gold. Donc bon, je pense que beaucoup de gens étaient contents, et comme c'est bien fait, comme ça marche bien, je vois pas pourquoi les gens s'en plaindraient. Quoi. Bon, parlons un peu de la réalisation. Alors c'est varié en fait. Ouais, voilà, on reste sur un peu toujours les mêmes thèmes en fait, parce que en vrai, on a parlé de la structure des épisodes, les différents épisodes, parler de la réal, c'est un peu revenir sur les mêmes sujets en fait. Ouais, toujours pareil, j'ai trouvé que la plupart des épisodes allaient trop vite, prenaient pas assez le temps de se poser, et ça tient aussi pas mal de la réal, que parfois j'ai trouvé un peu trop précipité. On sent une certaine réactualisation dans le rythme, pour coller aux standards actuels des séries télé. Mais du coup, les gens, ils ont pensé quoi de la réalisation? Bon, ils ont mis 8, 7, 8, 9... J'ai pas grand-chose à dire au-delà de ça. L'esthétique, du coup, costume, décor, effets spéciaux. Costume, super. Décor, super. Décor, super. Effets spéciaux, tout pourrave. Non, mais parce que tu vois, genre les décors... alors, effets spéciaux, déjà, il y en a plusieurs sortes. Les effets spéciaux pratiques, oui, non, ça, sont super, magnifiques. Tout ce qui les oiseaux, ouais, magnifique. Mais même les gobelins, quand c'est juste vraiment la figure... Enfin, la marionnette, ils sont super cool. Ça peut faire débat un peu, parce que bon, les gens pensent pas comme... c'est question de goût. C'est que les effets... tout ce qui va être effet CGI, je sais pas comment dire. Pas tous. Il y a des effets CGI qui sont super cool. Oui. Mais spécifiquement, je trouve les monstres. Les monstres, quand ils sont en CGI... Ça, presque. Gros problème de cette saison. Ils sont pas beaux. Ils sont baveux, quoi. Ils sont pas réalistes. Ils sont brillants. Ils ont un petit côté brillant, constant. Le roi des gobelins. Les gobelins eux-mêmes. Les gobelins, quand vous les regardez quand vous regardez, quand ils sont tous là, et du coup, c'est vraiment que en numérique, quoi. C'est pas beau. Le roi des gobelins, il est super beau. Mais dès qu'il y a un peu trop d'effets spéciaux au-dessus, tout de suite, ça devient... En fait, ils ont fait beaucoup de marionnettes où ils sont venus rajouter des effets au-dessus, et ça se voit quand ils en mettent trop, en fait. Le monstre en crotte de nez... il est génial quand il est en physique. Ouais. Et quand c'est du numérique, tu le vois tout de suite. Parce que, pareil, il a ce côté brillant, bizarre. Moi, j'ai un gros problème. À chaque fois qu'il y a eu des dents, des monstres où on voyait leurs dents, ça se voyait immédiatement quand ils étaient en effets spéciaux numériques, parce que leurs dents étaient plates. Elles ont pas de relief. Elles ont pas de relief, et ça se voit. C'est le cas pour le gobelin, le roi gobelin. C'est le cas pour Sutekh. Et c'est vrai que les gobelins, en fait, ce qui est le plus choquant... Aussi. Le Meep, j'avais exactement le même problème, c'est vrai. Le Meep, en fait, quand il est en gentil, il y a beaucoup moins d'effets spéciaux dessus, il est plutôt bien réussi. Dès qu'il passe en méchant, c'est pas qu'il est pas réussi, ça, c'est quand même réussi, mais tu sens que c'était pas du vrai, en fait. C'est ça qui m'embête. Et en fait, pour les gobelins, je trouve vraiment que c'est flagrant, parce qu'on a l'échange entre les marionnettes qui sont en train de chanter sur scène, et qui du coup sont du physique, avec quelques modifs quand même, mais globalement c'est du physique, et dans la salle où c'est entièrement de CGI, enfin non, même pas, en fait il y en avait vraiment dans la salle, mais il y en avait vraiment pas beaucoup, et ils ont été beaucoup retouchés, je crois, et en fait ça se voit. Pareil, après t'as aussi Dot and Bubble, je trouve, les monstres... Ouais, les limaces, c'est dommage, ils les avaient en physique, mais ils ont rajouté beaucoup trop d'effets dessus, je trouve. Je comprends qu'ils aient rajouté des trucs parce que oui, bien sûr, ça fait ça fait un peu has-been aujourd'hui. Mais du coup, ça leur donnait un côté beaucoup trop lisse qui collait pas vraiment. Et après, alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord en vrai. Il y a beaucoup de gens qui trouvent. Oui, qui adorent les effets comme ça. Nous, ça nous plaît pas, mais il y a énormément de gens qui aiment. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Ils ont mis de très bonnes notes, mais alors après, tout est mélangé, on a tout mélangé, vois, oui. Mais... Tout est super beau, quelques effets spéciaux sont moches, gros boulot en moyenne, c'est ok, les couleurs et les costumes sont superbes, les effets spéciaux c'est plus compliqué. Bon, en fait, là, ouais, en fait, les gens sont peut-être un peu d'accord avec moi. 10 sur 10 sur Sutekh. Du coup, passons à l'équilibre action, tension, humour, émotion. Là, on savait plus quoi mettre, on a tout mis ensemble. Mais ça, on l'avait déjà sur la saison 13. C'est en gros, si on a repris différents éléments qui font que Doctor Who, c'est Doctor Who, et est-ce que c'est bien équilibré, est-ce qu'il y en a pas un qui ressort plus. Les notes sont pas non plus super hautes, alors que ça... Oh, ça va, 8. Oh, 8, bon, un peu moins de 8, 7,8, on va dire. Mais... Moi, ça, j'ai trouvé ça bien équilibré, pour le coup. Ouais, moi, j'ai trouvé le tout bien équilibré. L'humour a beaucoup marché sur moi. La tension aussi, l'émotion aussi. Non, je trouve que...
Je trouve que les différents points sont plutôt bien assemblés en fait. J'ai trouvé les points qui me plaisent dans Doctor Who de manière équilibrée. On a à peu près tout le temps, j'ai trouvé ça bien rythmé, à part Space Babies. Chez Red Sordi, j'ai passé un bon moment, peut mieux faire. Tout sonnait tellement faux, pas assez d'humour et certains épisodes sont assez froids. Ah, c'est rigolo parce que nous on a eu des gens aussi qui nous ont dit qu'il y avait trop d'humour, que du coup ça faisait trop Disney parce qu'il y avait de l'humour dedans, alors qu'il y a toujours eu de l'humour dans Doctor Who. C'est vrai que c'est des choses que tu peux pas contrôler chez les gens. Il y a des gens qui vont s'attendre à avoir beaucoup d'humour, des gens qui vont s'attendre à ce qu'il n'y ait pas du tout d'humour. Doctor Who c'est sérieux, tu vois. Ouais. Nous je pense qu'on est vraiment dans cet entre-deux où on aime bien quand ça va être très tendu et qu'il va y avoir des points d'humour de temps en temps qui vont que ça va te détendre. On aime bien avoir un peu de tout, on aime bien quand... Enfin, par exemple, je vais prendre un exemple. L'ère précédente, elle était très sérieuse, on rigolait pas souvent dans l'ère précédente. Mais par exemple, dans Spyfall, t'as cette scène de Graham et ses chaussures qui tirent des lasers, qui nous a fait hurler de rire, parce que justement, elle arrive dans un truc super sérieux, et d'un coup, t'as Graham qui fait le con avec ses chaussures, et ça marche super bien. Et l'ère précédente, ça jouait beaucoup là-dessus, sur le fait qu'elle était pas souvent marrante. Ouais, mais quand elle était marrante, elle était hilarante, en fait. Et en fait, là, c'est une saison qui est beaucoup plus à être drôle plus souvent, mais où du coup, en fait, ça joue, tu vois, sur ce côté un peu blockbuster que voulait faire Russell T. Davies, de traverser justement toutes les phases action, émotion, humour et tout ça alors pas dans tous les épisodes, parce que 73 Yards, tu te marres pas énormément, mais de manière générale, en fait, il aime bien faire un cocktail, Russell T. Davies, de tous les éléments qui font Doctor Who. Bon, moi, après, voilà, j'ai trouvé ça bien géré. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça bien géré, ouais. Je mettrais 9 sur 10. Passons à la communication. Vous êtes sévère sur la com, oui, un peu justifié. Vous êtes très sévère, ça passe de... Allez, la majorité de 7, et après c'est 5, 6, 8... C'est difficile, parce qu'il y a eu plusieurs périodes de communication. Il y a eu la période des 60 ans. Où ils en ont fait des caisses pendant des mois et des mois et des mois. Après, ça s'est un peu calmé. Ça s'est même tellement calmé qu'on a fait une vidéo pour dire « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on n'a rien? C'est trop bizarre !» Puis c'est reparti, et je trouve... Ils en disaient, mais après, ils en disaient quand même trop. Quand même. Et voilà, c'est ça. C'était mieux géré, mais même comme ça, ils en disaient trop. À partir du moment où ils ont commencé, c'était ultra agressif. On va pas dire qu'on pouvait reconstituer tout l'épisode à partir de ce qu'on en savait. Pas tous, mais certains, oui. Mais t'as certains épisodes, tu savais pratiquement tout, quoi. Tu savais pratiquement l'histoire qui allait être racontée. Tu savais pas peut-être la fin, tu vois, le retournement de situation finale. Devil's Court, par exemple, on avait deviné tout le scénario. Ouais, quoi. Ouais, c'était... On n'avait pas deviné la résolution et le fait que les Beatles, ils seraient si peu présents, mais sinon, on avait tout deviné, quoi. Et par contre, un Dot and Bubble, tu vois... Ah bah ouais, c'est les Boom, alors Boom, j'en parlais tout à l'heure, tiens, je repense à Boom, là. Ouais. Où j'étais persuadé qu'il y aurait autre chose, tellement ils ont rien dit. Mais en fait, ils ont tout dit. Enfin, c'était fou quand même. En plus, boum, on avait dit « Ah, ça va, ils ont pas dit grand-chose de l'épisode cette semaine. » Alors que si, en fait, c'est qu'on savait déjà tout. Oui, en fait, il y a tellement rien dans cet épisode mais c'est le problème, c'est le truc de ce genre d'épisode à concept qui sont basés sur la montée de la tension et qui ajoutent pas grand-chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Boom, c'est normal, en fait, que t'es quand même obligé de teaser son concept. Si on compare à l'ère précédente, parce que sur la communication... la nuit, hein. L'ère précédente était quand même aussi pas terrible. Je préfère quand même ce qu'ils nous font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ait quand même la communication, qui est des tweets, qui est des vidéos, qui est... Enfin, je veux dire, alors, par contre, en communication, on peut rajouter peut-être tous les vidéos YouTube et tout ce qui rajoute... Oui, ça c'est génial. Tous les bonus. Les Unleashed, par exemple, ça fait un peu chier. Ah, c'est parce que tu veux dire par rapport au fait que non, oui, j'adore Unleashed. Par contre, ça devrait être disponible sur YouTube, en fait. Ou sur Disney+. Parce que là, en fait, c'est disponible que pour les Anglais. Alors que c'est super intéressant, quoi. Nous, on a le droit au behind the scenes sur YouTube, ce qui est déjà pas mal. Disney a pas payé pour ça, c'est ça le truc, c'est que ça a été financé que par la BBC, donc c'est une exclue BBC. Ouais, mais c'est dommage, quoi, parce que en fait, chaque spectateur de Doctor Who, sur une saison comme celle-ci, devrait avoir la même expérience, parce que c'est une expérience mondiale maintenant. Non, et le fait que nous, on n'ait pas eu Tale of the TARDIS, c'est un peu dommage aussi, parce que c'est un ajout pour le final, mais après, ça, pour le coup... Je me dis qu'on a quand même la chance d'avoir les épisodes vite. Donc bon, quand même, je crache pas là-dessus parce qu'on a vraiment beaucoup de bonus qui sont quand même disponibles pour nous, même si on n'a pas le plus gros, qu'on n'a pas non plus les commentaires vidéo, c'est un peu dommage. Du coup, c'est dommage qu'il y ait autant de choses qui soient faites et que en France, ou aux États-Unis même, il y ait moins de... On n'ait pas tout, en fait. C'est dommage. Ouais, moi, je reste sur le principe qu'avant, on n'avait rien. Donc, oui, bon. Ouais, mais moi, je veux tout. J'apprécie un truc, c'est que c'est quand même pas la com de l'ère Moffat. C'est que on nous a pas teasé le retour de Sutekh, on l'a deviné, enfin on nous l'a teasé en filigrane,
mais on nous a pas dit clairement Sutekh revient, tu vois. C'est les fans qui l'ont deviné avec les indices. Parce que, mine de rien, on a beau avoir une com agressive, bah elle nous a quand même laissé certains mystères. Voilà, on a fait le tour un peu de tout ce qu'on avait à dire. Alors c'est difficile en vrai de parler de tout ça parce qu'en fait on a fait les HO, on a fait Twitch, on a fait des conventions, on a parlé d'en parler, on en parle tout le temps à deux et tout. Il y a tellement de choses qu'on aimerait dire et je suis sûr qu'on a oublié. On ne sait plus où on les a dit, si on les a dit dans HO, si on les a dit ailleurs, enfin... Et aussi, on se répète beaucoup, parce que selon les sujets, il y a des sujets qui reviennent et tout. C'est pas facile de faire un bilan comme ça. Maintenant, s'il fallait pour toi garder un point positif, ou plusieurs points positifs, et un point négatif sur la saison en elle-même, qu'est-ce que ça serait pour toi? Point positif, la diversité des épisodes. Ouais. Okay. L'interprétation des acteurs. Et... qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je dirais les fils rouges aussi. Ouais, le fait qu'on ait beaucoup de fils rouges et que ça nous ait donné envie de théoriser tout au long de la saison et de parler de Doctor Who tout le temps avec les gens. Qu'est-ce que ça fait du bien d'enfin pouvoir parler sainement. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la... C'est pas normal, c'est pas normal ce qui s'est passé pendant toute l'ère Chibnall. À un moment, c'était juste de la haine gratuite. Parce que y a des gens qui avaient des reproches légitimes, mais il y avait vraiment aussi de la haine gratuite. Et là, il y en a eu aussi. On a reçu des trucs sexistes, des trucs homophobes, des trucs racistes, on en a reçu quand même, et c'est vraiment aberrant. Et des insultes à la tronche de RTD parce que c'est pas ce que les gens s'attendaient, c'est jamais ok. C'était impossible, t'avais toujours des gars qui débarquaient de nulle part, tu sais pas qui c'était ces gars, juste pour venir défoncer, alors que parfois c'était même pas du tout le sujet. Là au moins, on a eu un peu plus la paix. Ça c'est un point positif pour nous plutôt. C'est comme ça qu'on l'a vécu en fait. Point négatif. Le manque de cohésion générale, le fait que les épisodes sont trop courts. Moi j'en rajouterai un, si je peux en rajouter un, c'est le fait que ça soit une saison 1 qui a un côté un peu bâtard, je trouve. C'est une fausse saison 1, ça aurait très bien pu être la saison 14 sans aucun problème, et d'ailleurs beaucoup de gens l'appellent la saison 14 de toute façon. Non, on continue de l'appeler la saison 1 oui, parce que c'est le choix, donc... Et puis le fait qu'elle soit sur Disney+, rend ça cohérent, c'est que là par exemple, au festival, il y a plein de gens qui sont venus nous voir en disant « Mais j'ai jamais osé démarrer Doctor Who parce qu'il y a trop de saisons. » On leur a dit « c'est facile, t'as Disney+, ouais, bah tu vas voir la saison 1 sur Disney+, tu peux démarrer de là, et si ça te plaît, après tu pourras aller regarder 10 saisons sur Prime. » Et mine de rien, bah ils se sont dit « Ah bah ok, là je comprends. » Ouais, quand j'ai vu le nombre de saisons, ça m'a effrayé et tout. Et ça, c'est ce qu'on nous disait tout le temps. Donc en soi, ça, c'est cool. Après, c'est quand même une saison qui référence énormément le passé, alors généralement, c'est réexpliqué. T'as beaucoup de choses, en fait, qui référencent le passé. Moi, j'aurais préféré une coupure du passé. Alors, je dis pas Sutekh. Peut-être pas radical, tu vois, mais peut-être un petit peu moins, même si j'ai bien aimé. Je dis pas, par exemple, Sutekh, je trouve que c'est un méchant qui est tellement vieux que le faire revenir là fait de lui un nouveau méchant, presque, tu vois. Enfin, c'est pas ça qui me dérange, ça va plutôt être mettre les têtes des docteurs, toujours... Bon, après, pourquoi pas, parce que moi, ce qui m'a pas trop dérangé, c'est que c'était pas dès le premier épisode. Ouais, mais j'aurais voulu une coupure plus nette, en fait, je pense, c'est ça, et j'ai pas eu ma coupure plus nette, qui m'embête un petit peu. Maintenant, en vrai, c'est du détail, je mets ça dans les points négatifs, parce que j'en ai pas parlé avant, et que je voulais le dire, que cette saison 1 aurait dû être plus coupée de ce qu'il y avait avant. Je trouve que, la saison 11 coupait plus avec ce qu'il y avait avant, que la saison 1 coupe avec ce qu'il y a eu avant, tu vois, enfin c'est... Je sais pas si je m'exprime bien. On finit par les points négatifs, ça c'est vraiment une très très bonne idée. Hein. Mais voilà, enfin bref, dans l'ensemble, c'était une saison sympathique. J'attends beaucoup la saison 2. J'ai très hâte de voir l'épisode de Noël. Et voilà, je dis qu'on est confiant maintenant pour les épisodes. On est confiant. Avant la saison, on savait pas à quoi s'attendre. Maintenant, on est confiant. On était confiant parce qu'on aime Doctor Who et que... Mais maintenant, on sait à quoi s'attendre dans les prochaines saisons, c'est à quoi s'attendre pour Noël par exemple. Et vous? C'est juste ça, et vous? Et vous? Au revoir. Salut. Et vous, qu'avez-vous pour cette saison du coup? Vous pouvez le dire dans les commentaires, on en a... Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, s'il y a des choses qu'on n'a pas dites, parce que c'est possible qu'on n'ait pas dit. Vous pouvez pas tout couvrir, hein. C'est toujours pareil, les bilans, t'as beau essayer de tout couvrir, il y a toujours des trucs que t'oublies. Oui, sinon ça prendrait 8 heures, quoi. Enfin bon, à un moment, voilà. Et puis, on se retrouve du coup... pour de nouvelles vidéos. On a une vidéo dans laquelle on va réagir à nos théories d'avant. On sait plus du tout ce qu'on a dit. Si je me souviens de quelques trucs, mais bon, je sais que j'avais... Je pense qu'il y a Sutekh dedans. Je sais que j'avais faux complètement, mais bon... Ah ouais? Ah d'accord. On fera le bilan du bilan et le bilan du bilan. On va tirer sur la corde, voilà. Comme avec Sutekh. Bref, à très vite. Salut. Et à très vite.